monde, on est présentement en direct dans le groupe Facebook Ma classe en boîte pour tous. Donc, on va attendre là, pour que les gens puissent se connecter et se joindre à nous. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Chantal Couture, qui est psychoéducatrice en milieu scolaire. Donc, pour ceux qui ont écouté l'épisode numéro 2 avec Fabienne Lavoie, là, qui était candidate à la maîtrise en psychoéducation aussi, on avait abordé la gestion des émotions, puis d'autres sujets aussi liés à la psychoéducation. Donc là, on va aborder un autre angle en se dirigeant un petit peu plus vers l'estime de soi, la confiance en soi, puis des conseils là, pour que les parents et les enseignants aussi, vous puissiez aider vos enfants par rapport à ce sujet. Donc, bonjour Chantal. Bonjour, bonjour Marika. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Donc, si tu veux là, te présenter, nous dire le parcours scolaire pour devenir psychoéducatrice, puis ensuite, toi, qu'est-ce que tu as fait comme parcours professionnel? Parfait, merci de l'invitation en premier lieu. Le parcours scolaire, là, moi, c'est quand même jadis, ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier-là. Et puis, au début, là, ça prenait un baccalauréat en psychoéducation pour être diplômée et pouvoir apporter le titre de psychoéducatrice. Maintenant, c'est changé. Depuis, je vous dirais, 10 ans, ça prend maintenant une maîtrise en psychoéducation. La chance que j'ai eue, c'est que jadis, au début de mon parcours, moi, j'ai choisi de faire une maîtrise parce que ça m'intéressait de poursuivre les études. Alors, j'ai pu continuer de porter le titre de psychoéducatrice. Mais maintenant, là, les étudiantes comme Mme Fabienne, que vous venez de parler, à ce moment-là, là, ils ont le choix de faire la maîtrise en psychoéducation. Dans notre temps, ce n'était pas un choix. Maintenant, je travaille au primaire actuellement, depuis 15 ans, auprès des clientèles du préscolaire jusqu'à la 6e année. Mais le début de mon parcours, ça a été au secondaire pendant 19 ans, avec des élèves en difficulté, avec des élèves, la principale difficulté, c'était la motivation scolaire. C'était le désir de poursuivre les études. Alors, on avait à principalement travailler sur la motivation et là, avec la motivation, venait évidemment là, exactement ce que vous avez dit, l'estime de soi. Il y avait certains liens qui venaient avec les troubles d'apprentissage aussi. Mais à la base, c'était de les motiver, de leur montrer que c'était, j'avais une expression dans ce temps-là, je disais, c'est ta vie, ton choix, ton avenir. Alors, c'est comme ça qu'on essayait de les motiver. Les petits choix, on leur montrait que ça avait un impact à long terme. Puis, si je me souviens bien aussi, là, c'était des élèves un petit peu plus vieux aussi là, qui étaient à cette école-là. Donc, ça a fait Oui, quand même une bonne transition après avec des amis de maternelle, là, de passer d'adolescents là, de 17, 18 ans jusqu'à des maternelles. Est-ce qu'il y a certaines notions, justement, là, que tu dirais, ben ça s'applique à tout le monde pour l'estime de soi, peu importe l'âge, ou ça va vraiment être très, très différent en fonction de l'âge, là, le rôle que les parents peuvent avoir? je vais tenter de répondre à votre question par une anecdote. Quand je suis arrivée au primaire, j'ai raconté à la directrice avec laquelle je débutais mon travail, je lui ai dit, je suis désolée pour vous, Madame la directrice, parce que je pense que je ne sais pas comment aider un copain de 5 ans. Parce que ça fait 19 ans que j'aide des copains qui ont entre 16 et 20 ans. Mhm. Et elle m'a dit, oh, on s'en reparlera, Madame Chantal, dans quelques temps. Et quelques jours plus tard, je suis allée lui dire, vous savez, j'ai compris finalement qu'un être humain, c'est un être humain et que tout ce qu'on fait, c'est adapter notre langage, mais que les besoins sont les mêmes. Que ce soit un besoin au plan de l'estime d'un grand, même d'un adulte ou d'un petit copain, c'est la même chose. On fait juste changer notre vocabulaire. Alors, en ce sens, l'estime, par exemple, c'est juste les exemples qu'on va utiliser, la façon de présenter ça à l'enfant ou au jeune adulte pour cheminer qui va changer, mais le fondement de l'estime, c'est la même chose. Hein? L'être humain, là, en soi, a besoin de prendre confiance en lui. Et ça, ben, c'est avec plein de petits exemples du quotidien. On va décortiquer souvent le quotidien pour lui montrer qu'il y a déjà beaucoup plus de force qu'il pense en partant. Donc, justement, si on revient, là, on parle beaucoup déjà d'estime de soi. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Oui, ça, c'est si on cherche des définitions, c'est pas simple. De façon générale, là, pour expliquer aux parents qui Oui. sont avec nous. Dans le fond, là, c'est pas scientifique. Hein. Vous allez voir, je vais souvent vous dire ça, Marika. C'est C'est pas du tout. vulgarisé. Oui, exactement. Dans le fond, là, l'estime de soi, là, c'est être capable de se reconnaître des forces, des capacités et des ressources. La nuance entre les trois concepts est différente. Des forces, hein, c'est moi, je dis, moi, je suis capable de faire des bons muffins. C'est une qualité que j'ai, c'est un avantage, c'est un talent. Tandis qu'une capacité, c'est quelque chose que j'ai pu développer. C'est quelque chose qui n'a pas toujours été facile, mais maintenant, je suis capable. Il y a une petite nuance entre les deux. Et puis, les ressources, c'est que des fois, là, j'ai pas le talent ou j'ai pas la force, puis j'ai pas la capacité, c'est pas facile, mais je vais utiliser mes ressources. Ça, ben, c'est être capable de demander de l'aide à l'adulte, c'est être capable de faire référence à des personnes qui sont plus compétentes, qui vont m'aider et qui vont m'apprendre aussi, ou tout simplement
trouver des façons de bifurquer cette difficulté-là et de me trouver un autre truc pour passer à travers, même si je n'ai pas développé cette capacité-là. Alors, tout ça, quand on est conscient de ça, ça nous amène l'estime. Marika, je suis souvent en image pour parler aux élèves de Oui, l'école. Si vous bien, me c'est permettez, parfait je vais si vous ça en, peut aider les parents justement à le voir de façon plus concrète. si vous permettez, je vais vous en donner une. Je raconte aux copains de l'école primaire qu'on a besoin d'un parapluie dans la vie et que notre parapluie, c'est pour nous protéger contre les intempéries, contre les orages, contre la pluie. Et là, je leur dis, qu'est-ce que ça fait la pluie? Ça tombe sur le parapluie et ça rebondit. Alors, l'estime de soi, se fabriquer ça très solidement, c'est se fabriquer un parapluie. Et vous savez, le parapluie, les branches en métal en dessous du parapluie qui le tiennent, qui empêchent qu'il va partir au vent ou virer à l'envers. Bizarre d'expression, vous savez qu'est-ce que je veux dire quand le parapluie est dans le vent? Eh bien, les branches de métal du parapluie, ce sont nos forces, nos capacités, nos ressources. Et plus l'enfant est conscient de ça, plus son parapluie va être solide, plus ce qui va lui arriver dans la vie, comme les tempêtes. Les tempêtes dans la vie d'un enfant et même d'un être humain, c'est quoi? C'est des problèmes familiaux, c'est des problèmes d'apprentissage, c'est des conflits avec des copains dans la cour d'école ou avec les collègues si on est adulte, dépendamment de l'âge. Les malheurs qui arrivent dans la vie, les complications qui sont hors de notre contrôle, tout ça, c'est des petites tempêtes dans la vie de l'enfant. Plus son estime, c'est-à-dire son parapluie, est solide, plus il va être capable de passer à travers. Pas toujours facilement, mais passer à travers. Et là, le parapluie, bien là, c'est là que mon travail commence. Là, on doit l'emplir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, là, on travaille à développer cette estime-là, à solidifier notre parapluie. C'est un petit peu bizarre, mais est-ce que l'image est claire? Non, mais l'image est bonne. Puis j'en profite pour dire aussi que si jamais il y a des ressources comme ça ou des choses, nous, on va les partager là, par après si jamais il y a des choses là, qui sont possibles sous les commentaires de la vidéo sur Facebook et dans le groupe Ma classe en boîte pour tous. Puis, je vous rappelle aussi que si jamais vous avez des questions là, sur quelque chose qu'on aborde ou un autre sujet en lien avec la psychoéducation que vous voudriez qu'on aborde, juste le dire. Rappelez-vous qu'il y a un petit délai avant que moi, je vois les commentaires puis qu'on puisse en parler. Mais si vous posez des questions, c'est sûr qu'on va essayer d'y répondre. Donc, merci là, pour la belle explication de l'estime de soi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en tant que parent si on voit que notre enfant là, s'estime pas vraiment, répète qu'il est donc bien pas bon, qu'il est donc bien moins bon que les autres, que c'est lui le moins bon, le plus poche, là, comment on fait pour gérer ça avec les enfants? Vous avez beaucoup de questions dans ce que vous venez de me demander. On pourrait parler de ça pendant des heures. J'irai encore avec une autre image. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, là, peu importe le client, un adulte ou un enfant, je fais la comparaison que c'est comme si chaque personne, chaque être humain, c'est comme si on était un arbre avec différentes branches. Dans notre arbre, il y a différentes branches. Chaque branche est une partie de la vie. Alors, exemple, la branche d'un élève de 7 ans à l'école, eh bien, une branche, c'est ses amis, ses parents. Il peut y avoir deux branches, dépendamment si le copain a deux maisons. Les grands-parents, les loisirs, ses lectures préférées, ses matières préférées à l'école, ses intérêts particuliers, etc. Alors, tout ça, ça complète l'arbre de l'enfant. Souvent, l'enfant, il va focusser pour dire que ce qui n'est pas bon, qu'il n'est pas capable, que ça va mal sur une branche. Un examen de mathématiques qui n'a pas bien été, un conflit avec son voisin ou une chicane avec sa maman. Et là, il va dire, ça ne va pas bien, je ne me sens pas bien, tout va mal. Alors, l'arbre, quand on est habitué de dialoguer de cette façon-là avec l'enfant ou avec un adulte, c'est qu'on va lui dire, ah oui, on va regarder ton arbre, on va regarder comment ça va de façon globale. Ça, c'est gagnant à tout coup. Parce que si on prend le temps de décortiquer tout ça, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si pire que ça. Par contre, on va mettre de l'intérêt à la petite branche qui ne va pas bien. Hein, la branche est cassée, la branche est en train de fléchir, on va s'en occuper. Je suis beaucoup dans l'image. Vous comprenez que selon l'âge des enfants, on va adapter ce langage-là. L'important, c'est de montrer à l'enfant, OK, ça ne va pas bien là, tout de suite, immédiatement. C'est tout. Un petit problème, on amène une petite solution. Ça pourrait arrêter là. Ce n'est pas obligé de devenir pire. On va chercher les forces, les capacités, les ressources. Comment on fait? OK, ça ne va pas bien. C'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, le plus efficace pour l'estime de soi, c'est de transférer l'enfant dans l'action. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et Qu'est-ce qu'on peut contrôler? juste le fait que l'enfant constate, qu'on s'assoit, qu'on s'arrête, qu'on l'écoute et qu'on cherche une solution, c'est déjà bien parti. De se sentir pas compétent, c'est normal. De se sentir pas satisfait, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on fait parce qu'on ne veut pas rester dans ce sentiment-là? Est-ce que ça répond un petit peu? Oui, ça répond très bien là, à la question. Puis l'arbre, justement, là, c'est
une bonne façon de le voir, puis même pour les adultes aussi, des fois. Puis ça peut être une façon de le faire sous forme de bricolage aussi avec les enfants, puis de l'afficher dans la maison. Puis quand, ben OK, regarde, là, telle branche de ton arbre va pas bien, ou ça pourrait être 2, ça pourrait être 3, mais de façon globale, regarde toutes les autres choses qui ont bien été Ouais. dans ta journée. Est-ce que les enfants sont trop jeunes pour faire une espèce de retour ou de rétrospection quand il s'est passé quelque chose qui ne va pas bien? Est-ce que, comme tu dis, on va dans l'action dans le futur ou on doit aussi revenir sur expliquer pourquoi là, ça s'est mal passé, pourquoi il n'a pas réussi? Ben, encore beaucoup de questions. C'est sûr que ça dépend de l'âge de l'enfant et ça dépend de l'état émotif à l'instant où il vous parle de ça. Hein, on ne fait pas un retour en arrière si quand il nous parle de ça, il est vraiment pas bien à ce moment-là, il est vraiment déçu, vraiment déprimé, vraiment en colère, vraiment triste. Là, on se concentre sur son état. Si l'état émotif est avancé, est très, très intense, on va plutôt éliminer, diminuer cet état-là. Et après qu'il va aller mieux, quand on va être passé à autre chose, là, indirectement, hein, je fais ça, ça veut dire on patine un petit peu, indirectement, on va l'amener à prendre conscience de ses forces et ses capacités. Mais sur le coup, on va être attentif à ce qu'il est en train de vivre. Mhm. Pourquoi? Parce que si j'insiste, ben non, d'habitude, ça va bien en mathématiques. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'enfant va nous dire ah, tu comprends pas. Là, on est rendu ailleurs, mais dans la gestion des émotions, l'enfant a besoin de comprendre que j'entends ce qu'il est en train de me dire en ce moment. Nous, les adultes, on est trop souvent centrés sur passer un message à cet enfant-là. Moi, je sais où je veux aller avec lui. Je veux augmenter son estime. Alors, si je suis concentrée sur mon objectif d'augmenter son estime, je ne suis pas en train d'entendre ce qu'il me dit. Oui. Alors, on va écouter ce qu'il est en train de me dire. Je vais entendre, je vais lui dire, je comprends, t'es fâché, je comprends, t'es déçu, je comprends, on va jaser de ça. Puis après, je vais dire, là, oh, juste, avant qu'on arrête, là, on a un petit devoir à faire ensemble, tu t'en souviens, hein? On s'en va jamais en étant découragé. Là, maintenant, on va sortir ton arbre. Moi, j'aime bien avoir un arbre photocopié de chaque enfant déjà prêt. Puis là, l'enfant, on fonctionne par couleur, rouge, jaune, vert. C'est pas les couleurs de l'automne, là, mais. Et puis là, je vais demander à l'enfant, fais-moi un petit coloriage rapide. Là. Et là, les noms sont déjà là. Maman, papa, la soeur, le frère, le voisin, les copains d'école, le hockey, le soccer, peu importe. Et là, l'enfant, ça il prend quelques secondes. Il n'a pas besoin de mettre beaucoup de mots. Il va tout de suite identifier quelle est la branche rouge. Si jamais, je vous mets en garde, si jamais le copain, son arbre est rouge, évidemment qu'on prend le temps qu'il faut. Tu sais, quand on ne va pas laisser un copain qui a un arbre rouge, là. Hein, que ce soit notre enfant ou que ce soit dans notre travail, là, on va prendre le temps qu'il faut pour décortiquer tout ça avec lui. J'ai perdu mon idée, Marika, il y avait une autre question que je voulais aller par rapport à l'arbre, mais c'est pas grave. Ah oui, l'enfant, en bas âge surtout, va vous lancer quand il ne se sent pas bien, plein d'informations, trop d'informations. Okay. C'est important qu'on focus sur une chose. Hein, s'il dit j'ai une mauvaise note en mathématiques, puis au hockey, ça n'a pas bien été hier, puis là, avec ma. Un instant, on va prendre une chose. Fait que vous, captez une information que vous pensez importante dans tout ça, parce que il y a aussi la disponibilité hein, de l'enfant en bas âge. Là. Ouais. On ne va pas faire une discussion de 45 minutes sur comment il se sent. Là. Fait qu'on on va capter le plus important. C'est important aussi de normaliser auprès de l'enfant que des fois, notre estime est basse. Oui. C'est tellement important que l'enfant entende de la part de l'adulte « Ah, moi aussi, des fois, je suis découragée. » Il fait « Hein, toi? T'es découragée de toi? » Ben oui, pourquoi? L'autre fois, je faisais des gâteaux et j'en avais beaucoup à faire et j'étais fatiguée, ça ne me tentait pas, j'en avais... Peu importe l'exemple. Parce que l'enfant, des fois, il pense qu'il est tout seul à vivre sa petite détresse. Alors, on va normaliser ça. Moi aussi, des fois, je me sens comme ça. On peut faire appel au passé. Vous avez dit tout à l'heure, te souviens-tu que tu t'es déjà senti comme ça? Et là, ce qui est important, c'est que cette fois-là, on a trouvé une solution, évidemment. C'est ça, oui. Alors là, te souviens-tu qu'est-ce qu'on avait fait? Hein? On avait fait telle chose. Est-ce que ça s'était amélioré? Oui, d'accord. Alors, tu vois, on est capable. Une phrase de tous les intervenants, c'est « il y a toujours une solution ». La première solution, c'est de montrer à l'enfant qu'on en cherche. Est-ce que, justement, là, dans certaines situations extrêmes, un décès, un incendie, ça arrive quand même des fois qu'il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Si l'enfant nous sort, ben c'est ça, il n'y en a pas de solution ou c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait? Genre, je vous prends un exemple qui arrive, là, un peu moins triste qu'un décès d'humain. On va dire son animal est décédé. Oui. Hein? C'est fréquent, c'est un petit peu moins triste là, quand même pour avoir un exemple un peu plus léger. L'enfant, oui, mais là, il n'y a pas de solution, tu ne peux pas ramener mon chat. Puis là, je fais, hey, tu as raison.
Mais moi, ma solution, là, c'est pas dans les faits. Je ne peux pas ramener Oui. ton chat et je ne peux pas changer la note de l'examen de mathématiques. Ma solution à moi, c'est comment tu vas te sentir quand tu vas finir de jaser avec moi. Ça, c'est ma solution. Ma solution à moi, c'est te montrer qu'on va trouver des trucs, qu'on va chercher des manières que tu te sentes mieux. Mais tu as raison, je ne peux pas ramener le chat. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, toi? Comment tu te sens par rapport au chat? Est-ce que tu as envie qu'on lui fasse un dessin? Et là, comprenez-moi bien, là, je pense beaucoup à des jeunes enfants. Mais un adulte, on dirait, est-ce que tu as envie de lui parler? Est-ce que tu as envie de lui écrire? Qu'est-ce que tu veux? OK. Parle-moi de lui. Raconte-moi comment tu te sens. Est-ce que tu as envie d'être avec quelqu'un, que ça te ferait du bien pour vivre ce que tu es en train de vivre? Oui, on ne peut pas changer les faits, hein, la fatalité, par Oui. exemple. Par contre, comment tu peux te sentir mieux? Dans le Ça- sens où tout à l'heure, vous avez dit, Marika, les éléments sur lesquels on a du contrôle. Bien, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup utilisé en relation d'aide. Hein? On n'a pas de pouvoir sur les choses qu'on n'a pas de contrôle, mais on en a tellement sur d'autres. oui. Ça nous arrive, là, avec les enfants, on peut faire une liste, on prend une feuille, on sépare en deux. Qu'est-ce que ne peux pas contrôler, hein, que tu dois accepter, tolérer, et qu'est-ce que tu peux contrôler? C'est très efficace aussi. J'ai une question qui me vient en tête par rapport à ça, là. Qu'est-ce que tu penses de tu sais, on entend souvent des parents, par exemple, le hamster est mort, sont allés acheter un autre hamster qu'ils l'ont mis parce que pour pas que l'enfant soit triste, tu sais. Est-ce que c'est correct de faire ça? Est-ce qu'on ne doit pas faire ça Bon, pour vous me comme prenez un petit peu surprotéger, là? Vous me prenez un petit peu de cours. Dans ma maison, on n'a jamais eu d'animal de compagnie. Mais je vais vous dire ce que je conseille aux familles sans connaître le sujet. Je dis toujours, j'ai vraiment aucune idée, j'ai jamais vécu ça personnellement, mais l'important de tout ça, faites verbaliser l'enfant. Demandez-lui, vous savez quoi? Si on les écoute, ils vont nous l'expliquer. Mhm. Est-ce que tu as envie d'avoir un autre chaton? Non, je ne veux pas remplacer Coco, par exemple. OK. Mais toi, tu es triste, il n'est plus là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'un jour, tu vas vouloir un autre? Plus on va le faire Oui. parler, je pense que l'enfant va nous l'expliquer dans quel sens il veut qu'on aille. Le fait de remplacer, ben, la littérature dirait que ça ne règle pas le Oui. manque. Alors, au niveau scientifique, on va dire que ça ne règle pas le manque. Par contre, quel était le besoin que comblait le chaton, par exemple, chez l'enfant? Ça l'amusait, ça lui faisait plaisir, c'était un confident, c'était quelque chose qui lui changeait les idées, c'était sur le plan affectif. Eh bien, comment il peut combler ça autrement? Fait que juste de lui demander, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimerais ça? Il va nous le dire, je pense. OK. Puis, dans le fond, si on y va justement encore plus à l'extrême de, je reprends mon exemple de hamster, les parents se rendent compte du décès du hamster et le remplacent sans que l'enfant s'en rende compte, là, pour pas qu'il y ait de peine. Est-ce que ça, c'est une solution ou au contraire, il ne faut pas trop aseptiser, là, puis il faut en vivre des petits deuils? J'oserais me Question très prononcer, opinion, là, ouais, c'est ça. très opinion, j'oserais me prononcer en disant, c'est un gros bémol, OK? On réfléchit tout haut, Oui, oui, madame. oui, c'est ça. J'oserais me prononcer en disant que nos enfants ne vivent pas dans des bulles de verre Mhm. et que de toute façon, c'est la réalité. Soit que c'est leur hamster à eux, soit que ça va être Oui, l'hamster du copain de la classe, soit que ça va être un membre de la famille qui aura une maladie, soit... Moi, je suis pas mal partisane, là, de écoutons les enfants, puis ils vont nous dire ce qu'ils sont capables de prendre. oui, Exemple, si on avait la maladie de quelqu'un ou de... On va souvent juste y aller avec les questions de l'enfant et pas oui. aller plus loin que ce qu'ils sont capables d'absorber comme commentaire. J'irai un peu dans ce sens-là. Tu OK. sais, ton hamster était malade, ton hamster est vieux, etc. Le problème de remplacer le hamster en catimini, c'est s'il fallait, vous allez faire quoi si votre petit Ben garçon, oui. il s'aperçoit qu'il n'y a pas la petite patte sur la patte gauche? On se met dans des situations, Oui, oui, oui. mais ça existe, ce que vous dites. Ça existe vraiment, Ben il y a oui. des gens. Puis, moi, je vais vous dire une chose, OK? Je pense, pour avoir aidé plusieurs parents au fil des années, il n'y a pas un parent qui fait une action en pensant qu'elle n'est pas bonne. Mhm. Quand le parent choisit de faire quelque chose, il y a des raisons qui l'ont motivé à faire ça. Alors, un parent qui dirait, j'ai remplacé en catimini, eh bien, on dirait, et pourquoi? Parce que mon fils aurait eu trop de peine, parce que j'étais Oui. certaine qu'il n'allait pas s'en apercevoir, parce que... Alors, c'est ça surtout, tu sais, quel est le fondement? Il faut aller plus loin que la question. Si la personne dit, à cause de ça, à cause de ça, à cause de Oui. ça, et je pense vraiment que c'est une bonne idée, ben mon Dieu, vous avez la bonne idée. Par contre, les enfants sont très intelligents Ben et oui. voient tout. Puis je le dis souvent aussi là, dans les épisodes quand je parle à des parents, tu sais, les enfants sont capables de comprendre, puis souvent on a tendance un petit peu à ne pas penser à ça, qu'ils sont intelligents, mais ils comprennent, puis parlez-leur, expliquez-leur les choses. Là, bien sûr, justement,
au niveau de leurs questions, c'est sûr, puis on ne va pas dans des gros sujets complexes avec un enfant de 3 ans, mais répondez aux questions, les parents qui répondent là, je ne sais pas, j'ai pas le temps, ça ne pique pas leur curiosité, répondez, ils sont capables, là, s'ils posent la question, ben, je pense qu'ils sont rendus là. Si je peux me permettre deux commentaires. C'est ça, je parle beaucoup, moi, Mme Marca, vous me dites des choses et là, il me vient C'est plein parfait. d'idées. Ah, ça, je sais. Je vais vous raconter une anecdote du secondaire par rapport aux élections politiques. Et une autre chose, c'est que je ne vais pas l'oublier, je prends des notes par rapport à répondre à un enfant, je ne sais pas. Oui. On va commencer par ça. Oui. À peu près tous les parents de tous les âges avec qui j'ai collaboré, je dis toujours à un moment ou l'autre de notre collaboration que c'est important de ne pas répondre à un enfant, je ne le sais pas. Là, comprenez-moi bien, là, maman, est-ce que tu penses que la Lune est une planète? Je ne le sais pas, mon petit loup, OK? Ben, C'est pas oui, dans mais ce sens-là. si j'y vais du côté plus enseignant, je ne sais pas, mais on peut chercher la réponse Exactement. ensemble, mais on peut demander à telle personne. Exactement. Et c'était ma réponse personnelle. J'en ai vraiment aucune idée, mais tu sais quoi? On va demander à grand-papa. J'en ai vraiment aucune idée, mais je pense que ton voisin, son papa, il y aurait la réponse, etc. L'enfant, c'est pas tant la réponse qu'il a besoin. L'enfant a besoin de savoir que l'adulte s'arrête et lui accorde de l'attention et pas de l'attention là, en termes, j'attire l'attention de mes parents pour être intéressant, pas ça. De l'attention en termes de toute question et tout intérêt que tu me démontres mérite une réponse. Oui. C'est dans ce sens-là. La curiosité des enfants, leur motivation, leur intérêt. Les enfants ont besoin de constater dans les yeux de leurs parents ou de leurs professeurs ou de leur entraîneur sportif qui sont importants à leurs yeux. Pas importants en termes de relations affectives. Important, tu es quelqu'un, tu as une valeur et je vais t'aider. Je vais te faire cheminer. Alors, maman, la planète, est-ce que, je ne le sais pas, mais je vais t'aider à le trouver. Est-ce qu'on prend le dictionnaire? Est-ce qu'on fait Google? Est-ce qu'on demande à quelqu'un? On n'a pas de réponse ce soir. Tu sais quoi? Amène ici un petit post-it. Écris-moi ça, là, je m'en occupe. Et toi, tu t'en occupes aussi avec ton professeur. Et demain, on parle de ce qu'on a trouvé. Le but, c'est pas tant la réponse. Mm-hmm. Le but, c'est de ne pas dire je ne sais pas. J'ai déjà eu des formations avec des psychologues qui nous disaient on va faire un petit aparté quand on est avec un conjoint ou une conjointe et qu'il nous pose une question, on va faire je sais pas. Oui. Le psychologue avait expliqué, c'est comme si on lui disait c'est vraiment pas important, je ne prendrai pas le temps de chercher la réponse. C'est comme un manque de considération. Pas toujours. Oui. Alors, le pendant de ça, avec l'enfant, c'est de dire, tu sais quoi, ta question, je vais essayer de trouver la réponse. Et pas du tout l'importance de la réponse. Comme tant mieux si on a des vraies recherches et qu'on trouve la réponse. Mais ça m'est arrivé de dire, tu sais quoi, on n'a pas trouvé, mais on va chercher encore. Oui. Je vais essayer encore demain. L'enfant a besoin de voir, le message qu'on doit lui passer, c'est que tu sais quoi, il n'y a pas de question qui ne mérite pas de réponse et je vais t'aider et on va le trouver ensemble. Des fois, est-ce que c'est dur? Ah oui, des fois, ça peut prendre 3 semaines. On ne l'a pas trouvé encore. Puis on ne va pas arrêter, on va chercher. Puis si on ne le trouve pas, il doit y avoir une raison pourquoi on ne le trouve pas. Est-ce qu'on a mal posé notre question? Est-ce que, parce que c'est ça, hein, quand ils vont devenir des adultes, ils vont devoir eux-mêmes trouver leur réponse. Alors, c'est comme si on leur apprend aussi la démarche. La démarche d'avoir une satisfaction. Pourquoi avoir une satisfaction? Parce que tu es content, tu as cherché, tu as trouvé, tu as eu de l'aide. Vous vous rappelez, on a dit ses forces, ses capacités, ses ressources. C'est ça l'estime. Alors, ça revient là, dans la recherche de questionnement. Là, évidemment, qu'à 3 ans, qu'elle pose des questions sur tout, ben, c'est pas la même chose. Ça se peut qu'on dise « je ne le sais pas » parce qu'on est exaspéré de toutes les questions des enfants. Mais je pense que vous comprenez là, mon exemple. Un petit peu dans ce sens-là aussi, quand je travaillais avec des élèves plus âgés, là, entre 16 et 20 ans, par exemple, ça nous arrivait lors de périodes électorales, peu importe la plateforme, on disait, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu penses qu'un tel premier ministre, c'est une bonne idée? Puis là, il nous disait, tu veux vraiment que je te parle de ça? Je fais, ben oui, pourquoi? Il dit, tu penses que j'ai quelque chose à dire? Ben oui. Pourquoi tout ça? Ben parce que mes parents, eux, je ne parle pas de ça avec eux. Mais pourquoi? Ben parce qu'on ne parle pas de ça. Si vous saviez comment les enfants sont intéressés à plus de choses qu'on pense, et nous, on pense qu'ils sont soit trop jeunes, soit pas intéressés. Vous savez, les adolescents qui ne s'intéressent à rien, là. Et ça, c'est le visuel qu'on voit. Là. Ça, c'est le symptôme de l'adolescence. Mais ce n'est pas vrai dans son cœur. Il y a plein d'intérêts, surtout maintenant, là, tout est à leur portée hein, avec Internet. Puis tout ça, ce n'est pas juste négatif, là, ce fameux Internet-là. Alors, souvent, les enfants sont vraiment et même plus informés qu'on pense. Et moi, qui à l'époque ne connaissais rien à la politique, et je ne suis pas meilleure aujourd'hui,
Bien, j'ai été souvent surprise des adolescents qu'on ne croyait pas intéressés, qui disaient oui, j'ai écouté tel discours et il disait telle chose. Alors, on est vraiment surpris. Des fois, de laisser la parole à des enfants, c'est intéressant de ce côté-là. Et ben, par rapport à l'estime, mais ça leur donne un bon coup d'estime, ça, de constater que l'adulte s'intéresse à ce qu'il raconte. Mm. Donc, c'est ça, moi, ben, c'était ça, dans le fond, l'anecdote politique secondaire. Oui. C'est bon, on n'a pas trop sauté, on a refermé les parenthèses, c'est parfait. Je t'entends souvent dire, là, regardez vos enfants, regardez-les, tu sais, peux-tu Ouais. élaborer? Ouais, ah, ça aussi, c'est ma phrase. Je dis toujours aux parents, un enfant, ça a besoin d'être regardé et d'être écouté. Là, vous allez me dire, ben, je le regarde toute la journée, je ne fais que ça, je suis avec lui. Ouais, mais écoutez, regardez les yeux dans les yeux. Ça veut dire que l'enfant a besoin, des fois, que la vie s'arrête juste pour lui. Je ne suis pas la seule, là, il y a beaucoup d'intervenantes sociales qui donnent le même truc aux parents. 20 minutes d'exclusivité avec son enfant, les yeux dans les yeux, ça fait des miracles. La vie va vite, c'est compliqué. Les enfants sont au service de garde, les parents travaillent, on est fatigué actuellement avec la COVID, il y a toutes sortes de restrictions, il y a des soucis financiers, il y a du télétravail. Je suis consciente de tout ça. Mais on n'a pas idée de ce qu'on va sauver comme difficulté ou problématique si on prend le temps de l'écouter, de le regarder. Je vais vous dire un truc que je donne aux parents. Le truc du post-it. Ça fonctionne toujours. Mettons, vous êtes très occupé, vous arrivez à la maison, il est 6 heures avec vos 2 enfants, les devoirs ne sont pas faits, le souper n'est pas fait, il faut donner les bains, il faudrait que les enfants se couchent à 7h30. On n'a pas le temps de prendre un 20 minutes par enfant si on en a 3. Très d'accord avec vous. Sauf que on va écrire un post-it sur le frigo avec rendez-vous à chacun de ces enfants-là, un lundi, un mardi, un mercredi. Et là, on va juste passer 20 minutes. Là. Sauf que toutes les fois dans la semaine où on va faire référence à notre fameux rendez-vous qu'on a tellement Ça hâte donne avec de les enfants, l'importance. et qui est tellement important. Et là, on met les conjoints en contribution. Et là, papa demande à maman, est-ce qu'on va au cinéma ensemble mercredi? Je ne peux pas. J'ai mon rendez-vous avec Pierrot. Voyons, je ne peux pas. Là. Hey, j'ai assez hâte qu'il me raconte sa semaine à l'école. Mais non, je ne peux pas. Vous allez voir, c'est gros imagé, cet exemple-là, mais l'enfant va se sentir important et considéré. C'est un truc, vous n'allez pas passer plus de minutes nécessairement, mais il va voir que c'est important que vous y tenez. Il y a déjà un parent qui m'a dit, mais Madame Chantal, j'ai été obligée d'annuler le rendez-vous, ça a créé. Oui, ça se peut. Quand on met ça en place, on prend le temps d'expliquer à l'enfant. Tu sais quoi? Il peut arriver toutes sortes de choses, mais sache que c'est des minutes en banque. Si maman ou papa, on doit annuler pour une raison, c'est à toi. Ça t'appartient, je vais le refaire. Inquiète-toi pas. Alors, parce que ça arrive des fois dans le quotidien qui est rapide. Des minutes en exclusivité avec l'enfant, ça lui fait penser comment il est important à vos yeux. Lui, là, c'est aux yeux des parents qu'il va être important. Ah, ça m'amène à d'autres choses. Mais je vais juste dire, garde en tête, là, Claudia, justement, qui n'est pas là, vous avez dû remarquer, Oui. va être de retour avec nous la semaine prochaine. Nous avait raconté, il me semble que c'est dans un épisode, mais c'était peut-être aussi juste à moi, là, donc je vais le redire. Son plus jeune est en première année, puis eux font l'école à la maison, là, donc avait beaucoup l'impression, justement, ben, je passe la journée avec, je fais son école, mais c'est l'école, donc c'est pas affectif, là, c'est vraiment, on fait l'école et tout. Puis, depuis qu'elle avait commencé à faire, je pense que c'était comme un 5-10 minutes le matin, avant la journée, qu'elle a vraiment remarqué que la journée après se passait mieux parce qu'il y avait comme eu, tu sais, sa dose d'amour. Puis après ça, il était comme plus capable de faire ses choses de façon autonome, sans toujours comme aller tourner autour, puis justement là, vouloir comme son attention. Tu sais, c'était correct, il avait eu son moment, il se sentait important, puis après ça, invincible pour aller faire sa journée. Exactement, c'est parfait comme exemple. Marika, je veux juste vous préciser, je ne sais pas si vous, ça va, mais moi, mon Internet indique que ça ne fonctionne pas toujours. Vous bloquez de temps en temps, mais ça peut être moi, là, en autant que Oui, vous ben êtes non, correct. là, nous, je pense que ça va, mais sinon, s'il arrive quelque chose, on se le dira, puis juste de répéter. On vous a perdu pendant un petit bout, là, vous étiez complètement figé dans Ah, l'écran. bon, ça serait très possible que ce soit moi, là. Donc, est-ce que l'histoire de Claudia était au complet? Euh, Ça a on, coupé? on a eu la fin, c'est-à-dire qu'en lui donnant son 5 minutes, après ça, il était rassasié puis il pouvait faire sa OK, ben c'est journée. ça, On c'était ça comprend le. l'essentiel. Oui, c'est OK, ça le parfait. début, c'est qu'au début, justement, elle se disait, ben on fait l'école à la maison, tu sais, je lis toute la journée, là, j'ai pas besoin de temps OK. extra, mais que justement, après, en disant vraiment juste lui, un 5-10 minutes,
le matin, ça avait fait toute la différence, là, puis qu'après, ça se passait mieux toute la journée, tout ça pour un 5 minutes. Donc, ça peut être Oui. une façon. Le matin, D'ailleurs, le la soir, période, D'ailleurs, la période de COVID a amené beaucoup cette problématique-là dans les familles, c'est-à-dire que l'enfant a de la difficulté à comprendre si mon papa, il est là, pourquoi est-ce qu'il ne joue Oui. pas au bloc Lego avec moi? Alors ça, tu sais, dans les écoles, puis on sait qu'on a fait du travail aussi par rapport à ça, c'est difficile pour l'enfant de comprendre ça, tandis que quand le parent est parti travailler. Et même au niveau des enfants plus vieux, ils ont envie de collaborer, tu sais, puis ils se sentent comme à côté sans être avec. Vous savez, la définition d'un psychoéducateur, c'est vivre avec le client. Ça me fait penser que si on veut aider, il faut connaître l'enfant, il faut vivre avec lui. Mais vivre avec, ça peut être de tout court moment, par-ci, par-là. C'est pas obligé d'être intense. Alors, si on fait la même chose avec les parents, c'est la même chose. Le nombre de minutes, ça dépend de la qualité des minutes passées ensemble et non du nombre. Parce que de façon réaliste, les parents ne peuvent pas faire tout ça. Par rapport à la journée, ça arrive ça dans les écoles, qu'on donne des minutes à des enfants de temps privilégié afin après d'être capable de fonctionner. Alors, l'exemple de Mme Claudia, c'est vrai. Pour les gens qui font l'école à la maison, c'est un truc. Moi, je ferais ça là, systématique. Chaque matin, chaque début d'après-midi, quelques petits instants. Voici, on va passer des minutes ensemble qui ne sont pas associées à l'école, pour qu'il y ait comme une différence aussi dans la perception de l'enfant et du parent. Là, on fait l'école de telle heure à telle heure, très bien dans un horaire. Je crois que si on fait l'école à la maison, c'est important aussi d'avoir un horaire très précis qui est respecté. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aille là, dans le respect des consignes. Oui, c'est ça que j'allais dire, justement. Okay. On peut aller. Est-ce que tu dirais qu'on dissocie justement un peu la relation comme affective parent, puis quand on tombe en mode école, ben là, c'est un petit peu plus sérieux, puis... J'irais presque même jusqu'à... Ou c'est comme un continuum, tu sais, qu'est-ce qui serait mieux? J'irais jusqu'à le nommer. Okay. J'irais jusqu'à le dire. Là, c'est l'heure de l'école. Qu'on appelle ça école, ou qu'on appelle ça travaux, qu'on appelle ça apprentissage. Peut-être qu'école, on n'utilise pas le mot vu qu'on n'est pas dans la bâtisse de l'école, mais là, on est en période de travail, on est en période d'apprentissage. C'est important, et je vais vous donner mon avis, si ce n'est que mon avis, mais les élèves, les enfants qui font l'apprentissage à la maison ont toutefois aussi besoin de conscientiser, d'apprendre, de développer le concept que les consignes font partie de tous les milieux sociaux. Alors, si, exemple, à la maison, l'enfant a la possibilité de décider « Ah, mais là, ça ne me tente plus de faire le français, je ferme ça et je le referai plus tard », moi, je pense qu'il y a un petit risque si on accepte ça. Que l'enfant décide dans son horaire, je préfère faire le matin puis l'après-midi, ça, c'est un avantage de l'école à la maison. Oui, c'est ça, exact. C'est une bonne idée. OK? Vous voyez la nuance? Que l'enfant dise, moi, le français, c'est difficile. Avec maman, on a décidé, c'est ponctué de petites périodes de 15 minutes de français, histoire et géographie. 15 minutes de français, mathématiques. Ça, là, c'est parfait. Adapter l'horaire, c'est un avantage. Par contre, le choix de l'enfant, ça ne me tente plus. Moi, je pense qu'on doit mettre quand même des consignes à respecter. Je donne un exemple que beaucoup de parents ont vécu dans les activités sportives. Le conseil qui est donné aux parents, un enfant fait un cours de natation et dit « Ça ne me tente plus, je ne veux pas y aller, j'aime pas ça. » Il y a 12 cours de natation. Après 4 cours, l'enfant ne veut plus y aller pour une raison X. On conseille aux parents, on dit « OK, c'est correct, on ne va pas non plus le faire pleurer pendant des mois de temps. » Par contre, on pourrait lui dire « Ça se termine, il en reste seulement un. » L'enfant a besoin de comprendre, persévérer, respecter les engagements. Ça, c'est des notions, c'est des valeurs qui vont au-delà de la compréhension qu'on a qui va cesser l'activité. Que l'enfant cesse l'activité peut être un bon choix, mais pas parce que ça ne me tente plus d'y aller. Je pense que la nuance est claire dans mon exemple. Alors, on rapporte ça à l'apprentissage à la maison, j'irai dans le même sens. Alors, c'est important qu'ils comprennent que là, on avait dit 15 minutes de français. Tu sais quoi? On va faire 15 minutes. On ne va pas changer d'idée. Par contre, si tu veux, demain, on fait notre discussion d'habitude, comment a été la semaine? On peut discuter. Et ça se pourrait qu'on conclue que c'est trop. Finalement, on va faire des 10 minutes maintenant à l'avenir de français. Mais là, j'aimerais mieux qu'on continue 15 minutes parce que c'est comme ça. On avait pris une entente, on a décidé les choses. On ne continue pas ça pendant 30 jours. Je te parle d'aujourd'hui et demain. On finit notre semaine comme ça. Puis après, on analyse puis on trouve d'autres solutions. C'est important. On peut adapter, on peut modifier, on peut trouver des trucs, mais quand on s'est engagé, c'est utile pour l'apprentissage. Vous voyez où je m'en vais, là. La socialisation, le premier emploi, les relations avec les employeurs, avec les collègues, avec les adultes plus tard. On ne peut pas toujours tout décider.
Et ce serait comme nuisible pour l'enfant si sa perception, c'était « je peux tout décider ». Exactement. Puis ça va exactement dans la même voie là, de ce que nous, on suggère. Là, ces temps-ci, j'ai beaucoup de rencontres avec des parents parce que pour l'école à la maison, là, c'est la période de l'évaluation de mi-parcours qui approche. Là. Donc, j'en profite pour rappeler les clients de ma classe en boîte, si vous avez besoin d'aide pour ça, écrivez-moi, là, puis on pourra se faire une rencontre. Ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Donc, c'est ça, j'ai parlé avec beaucoup de parents justement de comment ça se passe, les apprentissages à la maison et tout. Puis justement, il y en a beaucoup là, qui me disaient, OK, ben on a fait certaines modifications, est-ce que c'est grave? Puis quand c'est des choses comme ça, justement, on change un petit peu nos périodes, on a décidé de faire le matin au lieu de l'après-midi, finalement, il était moins concentré. Là, c'est correct de changer puis d'expliquer justement, ben OK, ça va être mieux. OK, mais on finit la semaine, OK, mais on finit la journée comme ça, on avait dit 15. Donc, c'est vraiment dans la même voie que nous, ce qu'on suggère. Si on veut mettre un petit peu ouais. de notion, si on veut mettre un petit peu de notion théorique autour de notre discussion, ça, l'objectif quand on décide de modifier la routine d'un enfant à l'école ou à la maison, l'objectif derrière ça qui doit nous orienter, c'est mon objectif, c'est que l'enfant développe son sentiment de compétence. Mm-hmm. Si c'est difficile pour lui du français pendant 30 minutes, c'est trop difficile, il n'aime pas ça, il ne se sent pas bon, l'estime de soi, il fait de l'anxiété, il n'est pas content, il est marabout, on va y arriver à rien. Par contre, pour développer son sentiment de compétence, on va adapter, mais en lui montrant qu'il doit quand même persévérer, quand même faire son travail et surtout respecter ses engagements. Alors, on va modifier, on va adapter après avoir discuté, avoir ensemble trouvé des solutions. Et on le dit à l'enfant, moi, ce que je veux, c'est que tu te sentes bien quand tu fais du français. Moi, ce que je veux, c'est que ça avance, que tu aies bonne humeur et que tu aies envie. Est-ce que pour avoir envie, il faut qu'on diminue les nombres de minutes? D'accord, mais on ne peut pas diminuer les nombres de minutes au total de ta semaine. Mm-hmm. Alors, comment on va faire? On va faire des petits morceaux. D'autres enfants vont dire non, 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 on fait tout le français. Là, après ça, là, chacun s'adapte comme. Je pense que les parents sont habilités à prendre des bonnes décisions par rapport à ça. Juste que l'enfant comprenne qu'il doit respecter les engagements et les consignes. Puis, c'est vraiment un bon point, là, ça, par rapport à la division du temps. Justement, je parlais avec une maman qui me disait au début, on avait trop divisé en petites périodes. La journée ne finissait pas. On commençait à 8 h le matin, on finissait à 6 h le soir parce que, fait que là, c'était pas mieux parce que justement, là, c'était beaucoup trop long. On a réajusté nos choses parce que l'intention au début, c'est sûr, c'est une bonne idée de faire des petites périodes, mais là, c'est que l'enfant était plus motivé. Puis si la journée ne finissait jamais, là, c'est sûr pour un jeune enfant. Donc, allez-y, essayez-le, puis de montrer à l'enfant, c'est pas grave, on s'est trompé cette semaine. Oui. La semaine prochaine, on va mieux le faire. Là. Puis je sais aussi qu'il y a beaucoup de parents qui laissent un peu l'enfant décider, même si, ah ouais, tu as mis 5 heures le vendredi, puis rien de toute la semaine. OK, on va l'essayer, voir qu'est-ce qui va se passer. Puis l'enfant voit que, ben non, ça n'a pas d'allure, ça ne marche pas, j'ai bien trop rushé. Puis après ça, va mieux comprendre aussi le pourquoi on en fait un petit peu chaque jour. Là. Moi, je pense que c'est important justement d'expliquer aux enfants pourquoi et non juste fais ça parce que c'est comme ça. Oui. Et laisser l'enfant décider par rapport à son implication, c'est correct. Oui. La seule chose, c'est quand on avait décidé quelque chose et qu'il veut modifier, là, il faut l'apprendre. Explique-moi pourquoi. Moi, je trouve que non, parce que moi, tu sais, on apporte nos arguments. Puis si l'enfant finit par que ce sont ces arguments qui font qu'on accepte le changement, ce sera correct. C'est parce qu'on aura discuté et on aura été d'accord. Mais pas dire, ça ne me tente pas, je ne le fais pas. Ça m'amène un petit peu à penser à l'opposition. Vous savez, on entend beaucoup parler, là, la radio, la télé, les forums de spécialistes ou n'importe quoi. Les enfants s'opposent. Je vais me permettre un petit jugement. Il faut faire attention. Les enfants n'ont pas tous un trouble d'opposition. Non. C'est juste parce que c'est difficile pour les enfants de la génération actuelle d'accepter le non comme réponse. Oui. C'est difficile pour les enfants d'accepter les consignes. Les enfants considèrent des fois que des consignes, c'est des contraintes. Ben non. Exemple, moi, si j'ai un copain aujourd'hui, on fait un dessin puis on prend les crayons de bois. Il fait non, mais j'aime mieux les crayons de feutre. Ah oui, ben, OK, c'est le fun. Pourquoi tu aimes mieux ça? Parce que, OK, mais aujourd'hui, là, c'est important les crayons de bois. Ah, mais non, je veux prendre des feutres. Ouais, mais on prend les bois pour telle raison et l'adulte ne changera pas d'idée. On peut discuter une autre fois, on fera un bricolage avec des crayons de feutre, mais il y a des raisons pour lesquelles c'est les crayons de bois. Là, mon exemple est un petit peu banal, vous allez comprendre. Oui. Mais l'enfant doit aussi ouvrir ses horizons et ne pas... C'est pas aider l'enfant de lui permettre de demeurer sur ses positions et de camper dans ses positions et ne pas s'adapter parce que la vie, c'est une série d'adaptations.
Et si c'est trop permis de toujours rester sur ses positions, eh bien, il va être fermé et ça va être difficile. Et là, on va dire que c'est un enfant qui a difficulté d'adapter le changement. C'est difficile pour lui d'avoir des relations sociales ou de comprendre le point de vue de l'autre. Alors, on aide l'enfant en lui disant, aujourd'hui, c'est ça pour telle raison. Je comprends que tu préfères les crayons de bois. Tu sais quoi? Moi, qu'est-ce que je vais faire pour toi? C'est qu'on va faire un bricolage aussi au crayon de bois. Ouais. Tantôt, demain. Mais là, la demande qui est écrite ici, c'est des crayons de feutre. Des fois, c'est important d'insister sur des petits détails. C'est très éducatif. C'est ça, parce que, bon, on s'entend que de faire le coloriage au crayon de feutre ou en crayon de bois, ça ne change rien, mais c'est qu'après, quand ça va être important, ben, l'enfant ne va pas assiner pour rien parce qu'il va comprendre c'était ça la consigne, puis il y a une raison pourquoi c'est comme ça. Si c'est pour des petits détails banals, c'est qu'à un moment donné, ils vont toujours essayer d'avoir Ouais. plus là, que ce qu'on donne. Fait qu'on dit oui pour quelque chose de banal, puis là, après ça, c'est difficile aussi à gérer. Fait que ça permet d'expliquer, ben non, c'est ça la consigne, explique-moi pourquoi. On verra après qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, c'est ça. Un petit détail important, je pense qu'il y a des parents qui vous écoutent aussi, là, qui fréquentent l'école. Ce n'est pas Oui. seulement des gens de l'école à la maison. Vous savez, là, vous n'êtes pas des professeurs. Et quand le professeur envoie un devoir, Mhm. des fois, moi, je l'ai fait là, beaucoup comme maman, là, c'était une erreur, mais de dire, ah, mais je vais t'expliquer comment faire le numéro. Mais des fois, là, le professeur a donné une technique précise. Oui, Avec l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, moi, je disais, mais non, mais on va faire un dessin, puis ça va être correct. Ouais, mais des fois, c'est important que l'enfant oui. respecte la démarche. Pourquoi? Parce que l'enseignant, dans la correction, exemple de son petit test d'évaluation, il va demander au copain, tu te souviens, je t'ai donné 4 étapes à faire. Alors, c'est ça que je veux dire, on a avantage, quand les enfants sont à l'école, de les encourager à respecter les étapes demandées par l'enseignant. Il y a des raisons là, pour ça. Même si ça nous arrive de voir, ouais, mais on pourrait le faire d'une autre façon. Mais il y a une Exactement. raison. Puis, Surtout en mathématiques. Hein? ben, c'est ça, les parents ont appris l'algèbre, ont appris d'autres techniques beaucoup plus poussées qui sont beaucoup plus faciles, mais l'enfant qui doit faire la méthode au long, souvent par élimination, par exemple, alors que l'adulte le voit directement, ben non, OK, ça, c'est un multiple de 8. Oui. Ben, l'enfant, il n'a pas appris ça. Là. Donc, même si vous lui faites faire, c'est pas de l'aider. Mm. De changer la technique. Et j'en profite pour vous dire que si jamais vous êtes un parent, là, soit que l'enfant est dans le système scolaire régulier ou à la maison, puis que vous êtes un petit peu dépourvu des fois par rapport à ça, justement, je pense justement en mathématiques, là, de faire des divisions au crochet ou des additions, ou bon, vous dites, hey, je ne me souviens pas de ça. En français, des fois, les noms des classes de mots là, ont beaucoup changé avec Changer. la réforme. Exactement. Puis c'est pas parce que le parent n'est pas bon, c'est pas parce que le parent n'est pas intelligent. Là. Il y a beaucoup de parents qui ont fait des grosses études, mais que s'en souviennent pas ou que ça a changé, puis c'est loin, puis c'est normal. On a le service de tutorat, là, donc avec le Ma classe en boîte branchée, si vous voulez. Puis c'est pas non plus, mon enfant a de la difficulté nécessairement. Des fois, c'est juste ça, c'est de venir expliquer la méthode. Puis ça permet d'avoir quelqu'un à la maison aussi qui montre aux parents en même temps, mais regarder comme ça qu'on le fait. Ah, OK, je comprends maintenant, je suis capable d'expliquer à mon enfant. Puis avec le forfait branché aussi, qui est à seulement 9 par mois pour l'instant, mais pas pour longtemps. Là. Donc, si vous faites ça vite, vous allez être correct, mais on pense le remettre au prix régulier bientôt à 29 par mois. Vous avez accès à ça, là, le forfait de tuteur, des ateliers en ligne gratuits. Des fois, ça peut juste faire changement un peu pour les parents au lieu de l'enseigner. Vous faites faire l'atelier, puis les enfants peuvent avoir contact avec d'autres enfants en même temps. Puis, une salle de classe avec moi où vous pouvez venir juste poser des petites questions comme ça, plus ponctuelles, là, sans nécessairement avoir recours au tuteur. Donc, ça peut aider des fois pour la méthode, justement. Là, ça peut être une bonne façon d'aider les enfants, que ce soit à la maison ou à l'école. J'avais noté une petite chose que je trouvais important Oui, de discuter avec vous, Marika, c'est par rapport à l'estime, on a bifurqué, là, oui. mais Bien, c'est par bien rapport correct. je reviendrai à l'estime quelques instants, juste pour un fameux petit truc qui est très, très utile avec les enfants, c'est d'être assez réaliste dans nos félicitations et nos Mhm. encouragements. Si un copain, on va prendre l'exemple d'un copain tout petit qui apprend à lire et à écrire. Oui, Je ne sais pas si c'est beaucoup vos clients, là, mais je vais prendre cet exemple-là, oui, je pense que vous beaucoup. allez La comprendre. plupart des clients sont en Ah, première année. Oui. OK. Euh, le copain là, qui va commencer à tracer sa calligraphie de lettres. Vous le savez, ce n'est pas facile. Hein, la main, l'habileté à développer la motricité, etc. Le A va dépasser le trottoir. Hein, le trottoir, c'est les lignes. Le B va être trop long. La ligne va descendre par en bas, etc. Vous avez plein d'exemples.
Si par souci d'encouragement, de valorisation et de grand amour pour notre enfant, on fait « Mais tu es vraiment un champion ». Si l'enfant est scolarisé à l'école et qu'on fait ça, il arrive à l'école et là, nous, à l'école, on va lui demander de corriger le A qui est trop gros, d'améliorer la ligne du B qui dépasse le trottoir par en bas. Je n'étais pas dans le bon sens. Et là, le copain, il va dire, ben, ils sont parfaits, mes lettres, je ne vais pas les corriger. Je suis champion des lettres. C'est important. Si l'enfant est scolarisé à la maison, c'est aussi important. Parce que des fois, à valoriser à outrance, l'enfant va réellement croire que c'est correct. Et quand on va l'amener à faire une correction, ça va devenir difficile parce qu'il n'aura pas développé de ne pas être un champion. Là, je mets une étiquette, là. Champion, c'est un mot qu'on utilise tous, mais vous comprenez? Je veux dire, on a toujours place à s'améliorer. On peut toujours, tu sais, un champion, là, alors on va dire, je trouve que tu as vraiment bien travaillé. On va insister sur le concept de valoriser l'effort et le travail et non le résultat. Et là, on peut faire un lien aussi avec un copain qui, parce qu'il y a des troubles, aura toujours 45 au lieu de 90. Cet enfant-là, c'est autant un champion. C'est autant un champion que c'est pour l'effort et le travail. Alors, comme on ne le sait pas, quel sera le parcours scolaire de notre enfant quand il est tout petit, si on s'habitue tout de suite à valoriser l'effort, le travail, l'intérêt, la persévérance, eh bien, on ne peut pas être perdant. C'est impossible. Si notre enfant, c'est un vrai champion de 90, on fait bravo. Mais si on a un enfant de 45 et qui travaille fort, on fait bravo aussi. Oui. Alors ça, là, c'est nous le message qu'on va passer à l'enfant dès le début de son parcours scolaire par rapport à l'importance de sa perception. Je continue sur ça. Les copains, des fois, plus ils vieillissent, ils sont capables malheureusement de s'autocritiquer à la négative. Les copains lisent leur texte et disent « c'est pas bon, j'aime pas ça ». Alors là, on a le travail inverse, de toujours les aider à trouver leur force. Alors, un petit exercice, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une collègue, un petit exercice super intéressant. Dès que les copains commencent à écrire, on va leur apprendre un peu à s'auto-corriger, sans exagération. Exemple, vous avez une ligne de A que l'enfant doit apprendre à écrire. On va lui demander, est-ce que tu voudrais regarder ça et dis-moi les 2 A que tu trouves les mieux écrits dans ta ligne. Fais-moi 2 petits cœurs, 2 petits ronds en haut des 2 A que tu trouves là, vraiment, ils sont corrects. L'enfant regarde et est tout fier de mettre 2 petits. Là, maintenant, toi, est-ce qu'il y en a dans ceux que tu trouves qui ont besoin d'être améliorés, qui dépassent le trottoir? Et là, on lui inculque, pas c'est pas beau, c'est pas bon, je l'efface. On lui inculque lequel que tu trouves que franchement aurait besoin d'aide. Alors, il va dire, ben lui, il a le B, je pense qu'il est trop long, il est trop gros. Non. Parfait. Tu veux faire un X dessus, tu pourrais les reprendre ceux-là. S'il dit non, non, je ne recommence pas. Oui, ça, c'est important. Oui. Regarde, on en a juste 2 à reprendre. Avant, ce qu'on faisait en éducation, c'est qu'on reprenait les 8 s'ils n'étaient pas beaux. Et le geste, on effaçait. Puis, là, par rapport à l'effort et la motivation et l'encouragement, c'était peut-être pas la technique la plus. Maintenant, on va dire, j'aimerais ça. Vous savez, là, les parents, l'enfant, le but, c'est pas qu'il corrige les 8 A. C'est qu'ils comprennent que le A ne doit pas dépasser le trottoir et que sa main doit se pratiquer à faire ça. Là, je vous dis 2 fois, mais il en fait 20, on va dire 5. Vous comprenez, là, c'est selon le nombre. Comme certains enseignants là, commencent à faire de la correction à la positive, l'inverse plutôt que. Fait que ça aussi, c'est important de dire à l'enfant, je suis vraiment contente, tu as pensé de mettre ton S à les pommes. Wow, on a parlé de ça, on a travaillé ça cette semaine dans le module, tu as mis ton S à pomme, je suis vraiment contente. Mais si tu regardes pomme comme il faut, est-ce qu'il manque quelque chose? Ah oui, il manque un M. Oui. Ah, ben d'accord. Ça, on en avait-tu parlé de ça? Oui, hein, les sons. Et là, ben, je ne suis pas une enseignante, mais vous voyez comment on peut. Fait que c'est toujours on ne laisse pas passer une erreur pour ne pas lui faire de peine, pour ne pas le décourager. On va les nommer, c'est dans la façon dont on va le faire. Ah, je ne suis pas bon, j'ai encore oublié mon M. Pas bon. Qu'est-ce que tu veux dire, pas bon? On a appris les S et regarde, tu l'as mis. Oui. Et là, on fait confiance à l'adulte pour toujours trouver du positif. Même si ça a l'air d'avoir vraiment mal été, la dictée, on peut insister sur la calligraphie, on peut insister sur la propreté de la feuille, on peut insister. Il y a plein de positifs qu'on peut ressortir. Puis aussi, on en parlait, là, ça, c'est sûr que l'exemple est pour plus jeunes, là, qui est excellent d'ailleurs, avec Christian Bouchard dans l'épisode sur le français, qui disait que lui, quand il corrige des productions écrites de niveau collégial, là, donc des grosses dissertations, faisait justement ça, au lieu de corriger comme juste les fautes, le fameux stylo rouge, allait souligner en vert les passages qui étaient bons pour dire, ben OK, tu sais, ça, c'est donc bien dit, wow, beau choix de mots. Puis on peut le faire aussi avec les plus jeunes. On fait une dictée,
OK, il y a des erreurs, on les indique, mais wow, ce mot-là, la calligraphie est belle. Wow, ce mot-là, tu as pensé, il y avait un piège. Tu as réussi, tu l'as trouvé. Puis de venir aussi, ou de le dire différemment. Hey, bravo, tu as réussi 8 mots sur 10 au lieu de comme tu as eu 2 fautes. Il y a une façon aussi de le dire pour le rendre plus positif. Mais est-ce que c'est dangereux de tomber dans l'inverse et de survaloriser, là, justement? Puis comme tu disais, t'es dans mes champion, puis on arrive à l'école, puis non, on n'est pas champion. Là. Est-ce que c'est fréquent? C'est à la merci de tous les adultes. Et autant dans les sports, hein, tu sais, bravo, t'es champion au hockey, ben, peut-être qu'il faut qu'il améliore le coup de patin, peut-être qu'il améliore la position, on a toujours quelque chose. Par contre, tu travailles fort, tu as l'air à avoir du plaisir, c'est le fun, je suis content pour toi. Juste un petit bémol, Marika. Tout à l'heure, on a dit par rapport au hamster qu'on ne peut pas mettre notre enfant dans une cage de verre, puis s'il y a un décès. Je reviens à ça par rapport à l'échec. Pas l'échec là, en bas de 60 %, l'échec, la difficulté. Oui. On doit qui peut être dans la vie personnelle aussi, là, exactement. pas nécessairement à l'école. Vous savez, on a tous déjà entendu comme adultes là, des phrases du genre ah, mais il ne sait pas comment réagir, il n'a jamais vécu l'échec, ça a toujours bien été dans sa vie. Là, dès qu'il vit une difficulté, il s'écrase, il ne sait pas quoi faire. Bon, ça, c'est des préjugés, on va dire, mais ce que je veux aborder avec vous, c'est que c'est notre rôle d'adulte d'amener l'enfant à être capable de soutenir l'échec. L'échec, ça veut dire la difficulté, ça veut dire la tempête. On a parlé de tempête tantôt qui arrive dans la vie des enfants de temps en temps. Alors, si on est toujours en train de dire t'es beau, c'est champion, c'est parfait, eh bien, quand va arriver, mettons qu'il y a toujours 10 sur 10, quand il va lui arriver un 4 sur 10 pour une raison X, là, qui n'est pas dramatique, là, il va être déstabilisé. Alors, c'est important. Donc, un copain qui a toujours 10 sur 10, c'est quand même intéressant de lui dire c'est vraiment beau, hein? Regarde tes mots, tu n'as pas oublié tes S, tu n'as pas oublié les M à pomme. Tu as vraiment bien appris tes choses, tu as vraiment bien travaillé. Mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu trouves que tes lettres sont un petit peu grosses? Et là, mon but, ce n'est pas de chercher des poux partout. C'est pas ça du tout, comprenez-moi bien. Mais c'est important que l'enfant voit qu'il y a des défis partout. Vous savez, un exercice qu'on fait en classe avec les élèves, c'est une histoire, là, puis là, on raconte ça, on les met dans le contexte et on finit par demander aux copains, je voudrais savoir, tu es champion de quoi et c'est quoi ton petit défi? Chaque enfant est champion dans quelque chose et a un défi dans quelque chose. Alors, l'exemple, l'enfant qui a toujours 10 sur 10, mais peut-être qu'il faut faire attention à la calligraphie, peut-être qu'il faut faire... C'est important de montrer les défis que tout le monde en a. Et si lui, là, il est champion de calligraphie, champion de français, champion de maths, ben, peut-être qu'il y a un petit défi de ranger sa chambre. Peut-être qu'il y a un petit défi d'être plus gentil avec son frère. Peut-être qu'il y a un petit défi de ne pas faire de bagarre à la récréation. Vous comprenez où je m'en vais? Oui. C'est important. Fait que la survalorisation, là, c'est dans tous les sens, pas juste par rapport au papier-crayon. Un enfant, justement, là, qui a toujours des bons résultats, là, qui arrive une fois, ça arrive à tout le monde, avec un 3 sur 10. Est-ce qu'on dit c'est pas grave ou on doit faire une espèce de petit retour là-dessus? Ou ben non, c'est pas grave, t'es champion, tu vas te reprendre. Encore là, il y a plein d'explications. Ça dépend du contexte, là, bien sûr, je suppose. Oui, c'est ça. C'est difficile des questions générales sous cette forme-là parce que ça dépend du type de personnalité de l'enfant. Si on a un copain a une tendance à faire de l'anxiété, on ne veut pas créer une anxiété scolaire, là. Hein? On essaie plutôt d'oublier 3 sur 10 en disant que ce n'est pas grave, effectivement. Par contre, si on a un copain qui n'étudie pas beaucoup, qui n'est pas très motivé, qui a juste beaucoup de talent, eh bien là, c'est important d'expliquer qu'il y a un rôle à jouer dans ça. Et que là, c'est un 3 sur 10 par hasard, mais que s'il ne fait pas ses devoirs, il va peut-être avoir plus de 3 sur 10 et que finalement, c'est à lui à s'impliquer. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu es content? Alors, ça dépend vraiment de la situation, mais surtout, de nos jours, l'anxiété, ça pourrait être le sujet d'une autre rencontre, mais l'anxiété est tellement présente chez les enfants que des fois, sans le vouloir, en mettant peut-être trop d'emphase sur le 3 sur 10, eh bien, on va créer de l'anxiété sans le vouloir. Ou bien, on va juste faire confirmer à l'enfant comment c'est épouvantable. Quand dans le fond, ça ne l'est pas. N'oubliez pas que partout à l'école, là, sauf rendu, comme vous avez dit, au niveau collégial, ben, c'est une suite de notes accumulées qui donne une moyenne et qui donne... C'est des traces, je ne pense pas, là, on ne parle pas d'un examen universitaire, 2 examens dans la session. Là. Non, c'est ça. Je ne veux rien enlever d'importance à une réussite, ce n'est pas ce que je dis, mais il faut comme dédramatiser un petit peu.
Mais chez un enfant qui n'est pas très motivé, c'est l'inverse. C'est Ouais. regarde ton rôle dans la situation. Mhm. Fait que je dirais qu'il Exact. faut Toujours vraiment en n'allant regarder. pas dans l'excès d'un côté ou l'autre, là, de trop banaliser ou Exact. de trop Ouais. mettre. Et plutôt que de me concentrer sur le résultat, je dirais OK, hey, tu sais quoi? Je Sur pensais, on pense l'effort. aux enfants d'école à la maison. Je pensais que tu étais prêt. Hey, c'est pas grave du tout, hein? Ça veut dire qu'on a échappé quelque chose. Dis-moi, est-ce que c'était pas compris? Est-ce que tu as oublié? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? On va se demander qu'est-ce qui est arrivé. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et là, on change le focus. Plutôt que de dire t'es pas bon, t'as pas réussi, on va faire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois. Fait qu'on n'insiste pas sur la situation actuelle, on va insister sur OK, d'accord, là, c'est ça, hein, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on n'a pas assez étudié? Est-ce que là, le on des formations, est-ce que tu n'as pas assez étudié? Oui. Mais pas de culpabilité. Vous savez, la culpabilité, ça ne sert à rien du tout. Oui, oui, oui. Non, c'est Ça ne ça, sert à rien qu'on est du dans tout. l'action et non dans les regrets. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis c'est vrai, là, l'anxiété, beaucoup. Moi, j'ai enseigné au secondaire, là, certains le savent. Puis les élèves ont fait une activité, mais là, est-ce que ça compte? Ils sont très stressés par rapport aux notes. À l'école à la maison, on a beaucoup la chance, justement, que ce soit moins ça, là, systématiquement des examens avec des notes, avec une note de passage. C'est beaucoup plus, justement, dans des traces, on fait des projets. Est-ce qu'il y a eu une progression? Le programme du ministère là, est très respecté. Puis les parents, à date, en tout cas, tout le monde avec qui j'ai eu la chance de collaborer, on vérifie les apprentissages, mais des fois de façon différente et peut-être moins stressante pour l'enfant parce que faire un projet qui va être plutôt long, puis on observe, OK, on écrit dans un journal de bord, il n'y a rien qui a été dit, c'est un examen, tu as 1 heure, il y a des questions, tu as une note, mais l'enfant, on peut quand même vérifier là, sa compréhension comme à l'école. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'il devrait quand même avoir certains examens là, en contexte d'école à la maison pour que l'enfant apprenne que des fois, on a de la pression dans la vie de tous les jours, que ce soit professionnellement, personnellement. Est-ce qu'on devrait des fois dire, là, OK, on fait un espèce d'examen ou une évaluation plus formelle là, pour que l'enfant en vive l'espèce de petit stress? 2, 3 choses à répondre, il ne faut pas perdre nos idées. Oui. La première, le contexte de pression. Je vais m'écrire des petits mots. La première, le contexte de pression. L'autre, c'est, j'ai envie de vous dire, le réalisme. Oui. On se demande si l'enfant va retourner un jour sur les bancs d'école. Exact, oui. Alors, il y a comme un pattern à développer. Et puis, j'ai perdu la troisième, c'est pas grave, ça reviendra. Ça va revenir, oui. Oui, je l'ai. Ça va un petit peu dans l'anxiété, c'est que souvent, là, et là, ça, c'est un gros concept qu'on pourrait parler longtemps, mais quand le parent souhaite aider son enfant, que ce soit à l'école, à la maison, que ce soit au soutien, à l'aide, aux devoirs, quand le parent souhaite aider, parce qu'on veut tellement les aider, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de faire trop de guidance. Oui. La guidance, c'est mais regarde, c'est écrit, tu as 1 $, tu dois acheter 4 bonbons, ils sont chacun 25 sous. Comment on va faire? 25 sous plus 25 sous, ça fait. On tombe dans le piège de réfléchir à sa place. Et là, l'enfant, il nous écoute et dit oui, 25 plus 25 plus 27, ça fait 4, 25 sous, ça fait 1 $. Qu'est-ce que tu peux écrire sur la feuille? Je vais écrire 4 fois 25, ça fait 1 $. L'enfant, là, il a compris. Non. L'enfant, il a compris mon raisonnement. Mm-hmm. Quand l'enfant se retrouve devant un raisonnement tout seul et que là, il n'y a pas quelqu'un qui lui donne le petit oomph pour décoller sa réflexion, souvent, il est bloqué. Pas parce qu'il n'est pas intelligent, parce qu'il ne s'est pas habitué à faire les premières pistes de réflexion toute seule. Est-ce que c'est clair? Oui. La nuance, vous comprenez? Alors, trop de guidance, ça nuit à ça. Alors, le petit contexte d'examen, si on peut appeler ça comme ça, ou de moment de globalisation des apprentissages, si on ne veut pas appeler ça un examen, oui. de vérification. Vérification, oui. Vérification. Alors, ça peut servir à ça. Là, tu es vraiment tout seul et je ne vais pas te donner le petit truc, le petit indice, le petit qu'on fait trop sans s'en rendre compte. Les mathématiques, entre autres, de niveau primaire actuellement, sont énormément en termes de réflexion et de raisonnement. Toujours en train des problèmes écrits, des situations complexes dès, vous savez, là, dès la deuxième année du primaire. Là. Exactement. Et des fois, on fait, il faut vraiment raisonner, il faut vraiment analyser tout ça. Alors, sans le vouloir, on va trop aider. Alors, le premier début de réflexion ne sera pas autonome et c'est ça que quand l'enfant se retrouve face à papier-crayon tout seul. On va aller plus loin que ça. Pour guider aussi, là, ce que vous pouvez dire, c'est de dire,
Ah, c'est un problème de mathématiques, c'est difficile. Qu'est-ce que tu fais d'habitude quand tu fais un problème? Tu sais, de l'amener à réfléchir ou de dire, OK, tu cherches des mots, on cherche ça où, des mots quand on ne sait pas comment écrire, plutôt que de venir tout de suite donner la réponse pour qu'ils apprennent. Puis, des fois, là, si vous voyez l'enfant ne sait pas quoi faire, ça se peut, des fois, vous arrivez avec un problème, vous pensez qu'il le sait, puis il ne le sait pas, il ne l'a pas vu. Bien, OK, on va faire un autre exemple ensemble que ce numéro-là. Un numéro qui ressemble, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis après ça, l'enfant va comme être capable de le faire tout seul. Fait qu'il y a moyen de l'aider, de le guider sans justement tomber, comme tu dis, dans trop dire, tu sais, quasiment dire quoi faire, puis l'enfant l'écrit là, qui n'est pas de l'aider. Ensuite, mon autre point, c'était le réalisme par Oui. rapport à la situation d'apprentissage. C'est que, tu sais, les parents avec qui vous collaborez, si c'est un choix d'école à la maison pour plusieurs années, mais à moins là, de différents profils, ils vont peut-être aller au secondaire, ils vont peut-être aller au C'est ça, collégial, ils vont peut-être. Alors, un jour, il se retrouvera dans une situation où il y aura plus de stress. Du stress, c'est pas négatif, hein? Ça nous permet de fonctionner, de prévoir, de s'organiser. On pourra en parler plus tard. Oui, alors c'est quand même important qu'il y ait une notion de connaissance de cette réalité-là. On prend un moment, on s'arrête, on a un certain nombre de minutes, pas pour mettre de la pression, pas pour mettre de l'anxiété, mais parce que c'est comme ça. Dans les apprentissages, on a à soumettre, on a à démontrer une capacité, une compétence. Fait que je dirais que ça pourrait être intéressant d'essayer ça de temps en temps. Mais là, je ne vais pas du tout me prononcer dans la gestion de l'école à la maison, mais c'est un concept. C'est pas obligé d'être dit non plus de façon, OK, ce matin, examen, puis tu sais, quasiment la menace là, de comme c'est ta réussite et tout. Mais ça peut être sous forme un petit peu de jeu. OK, on fait un défi de calcul mental, 5 minutes, on fait ça. Ou OK, tu as un texte à écrire, je vais le corriger, c'est ta mission. Il y a moyen aussi de l'amener de façon quand même plus ludique. Mais moi, c'est ça, le point de vue d'enseignante, c'est que je pense que c'est quand même important des fois que ça soit pas, que ça soit plus structuré justement, parce que c'est sûr qu'en école à la maison, c'est facile de dire ah ben oui, on le finira la semaine prochaine, mettons, ou ah ben oui, on va t'aider, on va faire des changements, mais qu'une fois de temps en temps, il y a quelque chose que, ben là, OK, ça, on ne le change pas, puis on fait vraiment ça, puis quitte à revenir après faire une discussion, puis vous avez la chance justement qu'en école à la maison, les choses comptent pas là, comme à l'école avec une pondération précise et tout. C'est vraiment un ensemble, c'est une progression. Puis je le répète souvent, là, j'ai des parents qui me posent la question ah, mais là, comment je fais pour évaluer? Bien, c'est l'ensemble de ce qui a été fait. Est-ce que c'est amélioré? Est-ce que toutes les notions là, de l'année du programme du ministère, est-ce qu'il c'est acquis? Est-ce qu'il le fait? Pas, bien, il y a eu 80, 82, 84 ou 40, 100 c'est pas ça, c'est pas des notes chiffrées, c'est vraiment plus une appréciation qualitative là, de tout ça. Mais que je pense quand même que des fois, on le fait de façon un petit peu plus encadrée parce que dans la vie, ça va arriver, que ce soit une compétition sportive, que ce soit un examen de secourisme, que ce soit un examen de conduite. Il y en a des situations là, plus stressantes. Donc, je pense qu'il faut, sans nécessairement dire stressantes, mais plus encadrées, je dirais, là, pour que ben, quand l'enfant arrive, puis ben, tu as 1 heure pour faire ton examen de conduite, il a quand même déjà vécu espèce de situation. Mais sans dire, faites pas des examens chaque semaine non plus. Là, profitez-en justement que vous avez la chance d'être plus relax par rapport à ça. Mais une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal à personne. C'est bon l'exemple que vous avez d'examen de conduite. Oui. Peu importe si on a un parcours académique là, dans une institution, un examen de conduite, ça risque d'arriver. Ensuite, je pense là, pour travailler dans les piscines et d'être surveillant, il y a des examens pour être sauveteur. Alors, l'enfant a besoin de comprendre cette réalité-là, je pense. Et ça m'amène à autre chose. On a parlé tout à l'heure, par rapport à l'estime de l'enfant, c'est utile de l'aider à reconnaître ses forces, ses capacités, ses ressources, mais c'est aussi utile qu'il soit conscient de ses défis. Mm-hmm. Si on nomme pas assez le défi, c'est comme si c'était pas dans la réalité, qu'on faisait toujours abstraction de ça, qu'on voulait pas lui nommer, mais il demeure avec ce défi-là quand même. Alors, un jour ou l'autre, il va devoir y faire face. Oui. Alors, quand on fait des petites évaluations, peu importe le nom qu'on donne à l'activité, ça permet de faire ça. Ça permet à l'enfant de constater ses forces et ses défis. Ça permet à l'adulte qui le guide aussi d'avoir une réelle vision. Parce que quand on est toujours en guidance, bien, on pense qu'il a compris, on pense qu'il est capable, on voit. Mais des fois, on a juste donné le petit indice qu'il avait besoin pour décoller et être correct après. Et si on ne le donne pas, peut-être que ça le bloque. Fait que c'est d'avoir une vision réaliste. La chance que, comme vous dites, il n'y a pas de notes, ça diminue le stress. Puis ça peut être sous un tout autre angle aussi. Au lieu d'être, on vise à avoir, par exemple, des 90, on fait des dictées puis on veut des 90, bien on va faire une dictée au mois de septembre.
avec des mots de la 5e année, si l'enfant est en 5e année. Fait que c'est sûr qu'au début, il ne les a pas appris. Puis au mois de juin, on va refaire la même dictée avec les mots qu'il a vus dans l'année pour venir montrer, ben oui, regarde, au début, là, on avait fait ça juste pour voir, ça avait été difficile, hein, tu ne les connaissais pas les mots, tu ne les connaissais pas les verbes. Puis là, ben, on a travaillé fort dans l'année. Là, c'est sûr, c'est l'exemple extrême là, qui peut être utilisé, mettons, pour un bilan d'apprentissage, tout ça, mais vous pouvez faire ça une fois par mois. On fait la dictée de début de mois, la dictée de fin de mois, voir l'apprentissage. On refait une feuille de multiplication qu'on refait. C'est sûr qu'il y a un projet vraiment précis, peut-être pas le refaire, mais de refaire quelque chose pour voir, hey, tes multiples de 8 au début, c'était difficile, tu ne réussissais pas, puis ça avait pris du temps. Puis là, regarde où tu es allé. Fait que l'espèce d'aspect de note peut être vraiment juste pour montrer une progression et non calculer des pourcentages, des pondérations, puis mettre de la pression par rapport à ça. Mais ça peut être un outil pour vérifier la progression. Chacun de vos exemples m'amène à une anecdote. Les copains de première année qui trouvent très difficile d'avoir l'habileté avec leurs mains d'écrire dans les trottoirs. Ça dépasse toujours et c'est pas facile avec la main. C'est difficile, je ne suis pas capable. Ils défendent la tête. Et là, moi, je fais, toi, là, est-ce que tu sais comment écrire ton nom? Je fais, oui, ils sont tous fiers, ils sont tous capables d'écrire leur nom. Et là, je fais, mais c'est difficile pourtant. Hein? Et là, je leur explique, est-ce que tu connaissais les lettres quand tu n'es pas à l'école? Non. Quand tu étais petit, tu étais un petit bébé à 4 pattes là, dans ta maison? Ben non, voyons. Et là, c'est pour leur montrer, mais maintenant, est-ce que tu penses que tu vas t'en souvenir pour toujours ou tu vas l'oublier? Ben non, ben ça va pour toujours aussi. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que dans ta tête, ton nom, il va être là pour toujours, tu vas être capable? Eh bien oui, ils comprennent très bien ça. Eh bien, tu sais quoi? Tu ne connaissais pas les chiffres et maintenant tu les connais. Et là, ils sont tous d'accord. Et tu sais quoi? Moi, je te dis que ta main, elle va devenir capable. Mais une chose à la fois, tranquillement. Alors, c'est la notion aussi d'apprentissage. Oui, c'est ça. Des fois, les enfants, là, on est à l'ère, là. Je veux pas être une vieille, là, mais on est à l'ère de la télécommande. C'est plate, on zappe. Je fais ça moi aussi. Des fois, je zappe la télé, je regarde mon cellulaire, mes courriels, je fais autre chose. Il faut que ça aille vite. Bien, l'apprentissage et l'école, c'est tout sauf ça. Oui. Le principe d'apprentissage, d'acquisition des connaissances ne peut pas se transformer. Tu ne peux pas apprendre plus vite. Ta main, elle a besoin de se pratiquer le même nombre d'heures qu'il y a 100 ans pour réussir à écrire des lettres. Ça n'a pas changé, ça. La capacité intellectuelle d'absorber des connaissances, oui, on peut aller plus vite, là, je sais, là, le cerveau, mais je veux dire, ça prend un certain nombre de minutes pour acquérir des apprentissages. Mais l'enfant, aujourd'hui, sont habitués que ça va vite. Ça ne leur tente plus, ils arrêtent et modifient leur activité. Mais apprendre, ce n'est pas ça. Apprendre, c'est une suite de réinvestissements. C'est recommencer, c'est se tromper, réessayer, réussir. C'est comme ça. C'est, tu sais, jour après jour, là, on recommence. Exact. Puis c'est de valoriser l'apprentissage aussi des notions, plus que des fois juste le chiffre là, qui est sur le bulletin. J'avais cette discussion-là avec des étudiants là, de ma maîtrise. Puis on discutait d'un cours où la moyenne, là, les résultats étaient relativement bas parce que la façon dont l'enseignant corrigeait, c'était beaucoup de points qu'on perdait par erreur, même si ce n'était pas des erreurs de français, mais bon, OK, ça aurait pu être mieux, c'est pas parfait, on descend. Mais on se disait, on n'a jamais autant appris que dans ce cours-là. Parce que, bon, en traduction, c'est important, le sens des mots précis, puis c'est des erreurs que le commun des mortels ne verrait pas, puis ne se rendrait pas compte. Mais nous, bon, il faut l'apprendre, puis des petites nuances. On perdait beaucoup de points pour ça. Puis on se disait, mais on n'a jamais autant appris que dans ce cours-là, justement, parce qu'on a vu des choses précises qu'on a fait. Donc, c'est peut-être la moins bonne note de ma maîtrise, même si c'est le cours dans lequel j'ai mis le plus de temps, le plus d'efforts. Et je suis très contente d'avoir fait ce cours-là, contrairement des fois peut-être à d'autres cours où, OK, c'est bien beau, on a eu A+, mais est-ce qu'on a appris quelque chose? Est-ce qu'on a fait l'effort de le faire? Là? Donc, dans la société, aujourd'hui, c'est beaucoup ça, là, les gens qui disent, ben oui, à l'université, bon, est-ce que c'est en train de niveler par le bas? Est-ce que c'est assez difficile? Bien, à l'école, à la maison, justement, valoriser l'apprentissage. Vous pouvez le faire. Bravo, tu as appris telle notion. Bravo, tu as compris. Et bravo, tu as réussi à appliquer telle ou telle notion. Là. On fournit pour chaque niveau scolaire la grille, justement, là, des notions du ministère, parce que la grille du ministère est faite pour des enseignants, là, donc des fois des termes peut-être un petit peu plus techniques. C'est fait là, de façon à ce que c'est par matière, puis bon, tous les niveaux sont là. C'est peut-être plus difficile pour un parent de se repérer, donc on a fait une version simplifiée par niveau. Vous pouvez l'utiliser comme liste à cocher. Bravo, tu as réussi
à apprendre tel verbe. OK, mais regarde, c'est fait, puis de le voir au fil de l'année. Ça aussi, ça peut être un moyen d'évaluation, des fois, de dire, regarde, en mathématiques, on avait 14 notions à apprendre cette année, tu en sais déjà 9 que tu maîtrises, que tu es capable de faire, plus que de dire, ah ben ouais, les multiplications, tu as eu 8 sur 10, 9 sur 10, 11 sur 15, c'est d'y aller avec plus qualitatif. Là. Donc, vous pouvez vous permettre de faire ça à la maison, mais encore une fois, tout en étant réaliste là, dans l'évaluation par rapport à l'estime. On va souvent exprimer aux enfants, là, tu es en train d'emplir ton coffre d'outils, tu es en train d'emplir ton sac à dos, tu es en train de te rendre compétent, tu es en train de devenir capable. Mais ça, c'est tous les jours un petit peu. Un exemple, là, c'est souvent des bricolages en or plastique. Utilisez ça à la maison quand vous faites des bricolages. Vous le savez, on a tous fait là, des bricolages qui nous prenaient 30 secondes, dessiner un petit sapin, puis c'était fini. Oui. Si on s'assoit, puis on prend le temps, puis un petit sapin, puis une petite boule, puis une guirlande, puis de la couleur, puis on fait « Ah, oh, non, bien beau! » Mais la différence, c'est le nombre de secondes qu'on a passé dans notre sapin et l'intérêt qu'on lui a mis et le sérieux qu'on a mis à la tâche. Un bricolage peut souvent être une occasion chez les petits copains de voir ça. Pour eux, ils ont moins l'impression d'être en train de travailler. Oui. Ils ont moins l'impression de s'être investis. Utilisez ça pour faire la correspondance. Regarde, on a eu du plaisir, on a mis beaucoup de minutes, on a persévéré, on a trouvé des solutions, on a mis des trucs. Regarde comme tu es content. Pas regarde comme il est beau. La nuance est importante. Oui, regarde comme tu l'effort. es content. Alors, oui, je suis content. Montre-le à papa, montre-le à ton frère, on va l'envoyer en photo à grand-maman. Regarde comme tu es content. Le but, c'est de développer une satisfaction personnelle. Et là, je fais un autre petit bémol, Madame Marika, c'est exemple. Votre enfant, qu'il soit à l'école ou à la maison, il travaille dans un texte en français et on parle du chien Léon en français. Demandez à votre enfant qu'est-ce qui est arrivé avec Léon aujourd'hui s'il va à l'école. La suite de l'histoire demain. Questionnez-le. Il a besoin de faire un lien logique avec, mais pourquoi est-ce que je suis en train de parler de Léon avec mon professeur? Parce que ça intéresse mon parent. Il a fait un bricolage de dinosaures. Affichez-les sur les murs. Montrez que c'est important. Vous êtes content qu'il ait appris à bricoler quelque chose. Sinon, lui, il ne sait pas trop pourquoi il faut apprendre toutes ces choses-là. Là, on ne se racontera pas de blagues. C'est pas si facile que ça, apprendre à lire et à écrire. Ou apprendre à faire les mathématiques de secondaire 3. C'est pas si agréable que ça comme activité comparé à faire tout plein d'autres choses. Hein? On va se dire la vérité, nous. Alors, plus il va voir dans vos yeux que ça vous intéresse, que vous voulez qu'il vous explique qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, mieux ça va être. Il y a un débat actuel, hein? Les enfants qui fréquentent l'école, est-ce qu'on devrait cesser les devoirs à la maison? Ah! Moi, je fais. Mon point, c'est pas doit-on avoir 10 pages à faire par soir à la maison? C'est pas ça. Mon point, c'est il faut ouvrir le sac. Je joue sur les mots. Ouvrir le sac, ça veut dire démontrer à l'enfant que ce qu'il est en train de vivre m'intéresse. Parce que si ça m'intéresse et que je suis sa maman ou son papa ou sa ma tante ou peu importe, si ça m'intéresse, il va avoir envie de poursuivre, de s'améliorer et d'acquérir les connaissances. Si on n'ouvre pas le sac, parce qu'il n'y a pas de devoir, ça va être difficile de se discipliner à manifester notre intérêt. Si on fait l'école à la maison, on n'a pas de sac, mais on démontre de l'intérêt de la même façon là, par rapport à ce qu'il a vécu. Puis en école à la maison, si par exemple, c'est le papa qui est à la maison pour faire l'école, bien, ça peut être que l'autre parent, le soir, bien, il s'intéresse aussi à ce qui a été fait dans la journée. Là, je pense que dans beaucoup de cas, c'est un des parents qui reste à la maison, l'autre parent va aller au travail. Il y a des parents, des fois, qui vont faire moitié-moitié. Là, donc, il y en a un qui travaille certaines journées, l'autre d'autres journées. Puis, dans certains cas, bien, le parent est là dans le jour parce que, bon, travaille de soir, des choses comme ça. Bien, ça peut être une façon de dire, bien, moi, je ne fais pas d'école avec toi, mais c'est important l'école. Raconte-moi qu'est-ce que tu as fait, montre-moi tes choses que tu as fait. Puis, on avait déjà eu la discussion par rapport aux devoirs aussi. On le sait, les parents sont occupés, on arrive tard, on en a parlé tout à l'heure, il faut se coucher, le bain, les devoirs, le trafic, le souper. Bien, c'est sûr que si le parent a des paroles du genre pas encore des devoirs, je suis tannée, c'est long, bien, l'enfant, il n'aura pas le goût de les faire, il ne se sentira pas valorisé. Mais c'est de l'amener d'une façon de ah oui, OK, tu as des devoirs, bien, parfait, on va faire ça, telle façon, par quoi on commence ce soir, ou de montrer que ça a donc bien l'air le fun, puis qu'on a hâte de le voir, puis c'est ça va mieux passer que si même le parent a l'air de trouver ça pas important. Je vais vous donner un vieux truc que les parents adorent. Vous n'avez pas le temps, OK? Ça ne marche pas, il est tard, on est allé à l'épicerie, c'était la fête de papa, on est occupé, on n'a pas le temps. Oui.
On C'est ça, puis s'approche de ça arrive l'enfant. aussi des fois où on n'a vraiment pas le temps, là, c'est de façon générale là, qu'on peut. On s'approche de l'enfant, puis on fait ah mon Dieu, les devoirs, puis là, il faut aller se coucher, puis on n'a pas le temps. Puis bon, ça, là, on règle ça avec l'enseignant plus Ouais, tard, mais tu sais quoi? Il faut absolument que tu me montres dans ton sac ouais. ton bricolage. Oh, maman n'a pas le temps, là, mais on va prendre 2 minutes. J'ai trop hâte de savoir comment s'est passé tes Mm. mathématiques aujourd'hui. Vous comprenez? Comme Ouais. le post-it sur le frigo. Pas du tout l'important, le nombre de minutes. C'est pas important ce qu'on a fait la page 8 ou non. Moi, je vais plus loin que ça, c'est l'intérêt. L'intérêt à l'humain, qui est l'enfant, mais l'intérêt aux efforts et à l'apprentissage qu'il a fait dans la journée. Fait que ça se peut qu'on n'ait pas la demi-heure pour s'asseoir à la table, et dans ce temps-là, hein, la majorité des enseignants aiment bien juste le savoir. Là. Il est arrivé quelque chose, ça arrive dans toutes les familles, mais juste, hey, j'ai pas le temps, mais je veux absolument que tu me racontes comment s'est passée ta causerie ce matin. Je veux absolument que tu me dises, c'était pas aujourd'hui la visite de quelqu'un dans ta classe, parce que vous avez l'agenda, vous connaissez les choses. Mhm. Même chose, si c'est l'école à la maison, le parent qui arrive, qui n'est pas au courant, vous n'avez pas de minutes, prenez-en juste une pour dire hey, tu sais quoi, aujourd'hui c'est impossible, mais j'ai tellement hâte à demain. Là, on se réserve 2 minutes. Il faut que tu me racontes ce que tu as fait aujourd'hui. Aussi efficace que si vous aviez passé beaucoup de temps. Il y a besoin Exact. de voir dans vos yeux. Pour revenir à l'arbre, c'est pas toujours obligé d'être scolaire non plus. Là. Ça peut être comment ça a été avec tel ami, qu'est-ce qui arrive avec le poisson rouge que vous avez en classe. Est-ce que ton fort dans la cour, Oui. ça se passe bien? Ton linge d'éducation physique, peu importe, mais de parler d'école, surtout si c'est peut-être plus difficile l'école, puis que l'enfant va juste dire que c'était difficile puis il n'a pas aimé ça, on montre que ben, l'école, la journée, il y a quand même eu du bon là-dedans, puis qu'on est content, puis qu'on est fier de certaines choses qui ont été faites. Madame Marca, je ne sais pas si on a encore le temps, mais là, vous ouvrez la Ah, porte on au a toujours le cahier. temps. Vous ouvrez la porte au cahier des bons coups. Oui. Les enfants d'âge primaire, c'est un truc très, très, très populaire. Vous avez dit qu'est-ce qui arrive avec le poisson rouge, vous avez dit qu'est-ce qui se passe avec tel copain. C'est qu'on n'a pas idée, des fois, parce qu'on n'a pas eu le temps, que notre enfant se couche avec des mauvaises images. Mauvaises, là, on se comprend, là, je veux dire, triste ou compliqué. Parce qu'il y a un petit conflit qui ne s'est pas réglé, parce qu'il n'y a pas eu le temps aujourd'hui de nourrir le poisson, parce qu'il est arrivé, bon, peu importe, le cahier des bons coups, soit on le fait en vrai papier-crayon, ce qui peut être j'ai écouté un autre de vos podcasts, là, puis vous racontiez de toujours utiliser les situations, bien, en faisant le cahier des bons coups, qui travaille l'estime d'un copain qui, de ce temps-là, est plus souvent triste, on est en train de faire du français parce qu'on compose des phrases. Si l'enfant n'a pas la capacité de les écrire, il va nous les dire, on va les écrire à sa place, on va lui demander d'écrire juste une lettre dans la phrase, de mettre le point, la lettre majuscule. On a plein de trucs pédagogiques qu'on peut faire à travers le cahier des bons coups. Si on n'a pas le temps de faire le cahier, c'est un concept, c'est de nommer ces choses-là. Si on a 2 minutes pour s'asseoir avec notre enfant et dire il n'est pas question que j'aille faire dodo avant d'entendre ton bon coup de la journée. L'enfant va se coucher avec son bon coup dans la tête. Si jamais votre enfant arrive de l'école et dit c'est épouvantable, il est arrivé telle chose, je me suis chicanée, je me suis fait chicaner, j'ai pas aimé telle chose, je me sens pas bien, j'ai un mauvais résultat, bien là, il y a le vieux truc, hein? On va pas éliminer, on peut pas éliminer les mauvaises situations, mais on va se rassurer. Alors, à chaque mauvaise situation que le copain va vous raconter, on va le rassurer en se forçant de trouver 2 choses agréables dans sa journée. On ne les efface pas, on ne les remplace pas, mais on doit faire l'équilibre. On doit faire l'arbre. Notre arbre doit être vert quand on se couche. Alors, on va jaser 2 bonnes choses. Et des fois, les parents me disent ils ne trouvaient rien, tout avait été mal. Écoutez, Mme Chantal, la seule chose que j'ai trouvée, c'est de dire écoute donc, ta poutine, c'était pas ton souper préféré pour souper? Ah oui, j'adore ça. Voici notre bon coup de la journée, on a mangé une poutine. Vous comprenez mon exemple? C'est que les parents. Tu avais mis ton chandail préféré, il faisait beau, il y aura toujours quelque chose. Exactement. On va être capable d'en trouver. Qu'est-ce qu'on a mangé pour souper? Tu as déjeuné avec ta toast de beurre de pinot, tu étais content, c'est ça que tu préfères. Des fois, on cherche, on en trouve. Puis la journée n'est pas finie non plus, donc on peut. J'adore ça. J'adore ça. Mettons, ça, c'est parfait, ça, vous m'aidez. Mettons qu'il n'y en a vraiment pas, on peut faire on quelque va en chose. faire. J'adore ça. Mon Dieu, je n'aurais pas pensé à ça. Voyez-vous, hein? Je suis brillante pareil des fois, là. Je viens de rajouter ça à mon... c'est parfait. Ça, vous n'avez pas idée comme c'est parfait. Ça, là, vous êtes en train d'illustrer que, OK, on n'en trouve pas. Bien, il y a toujours une solution. On va en on va le faire. c'est parfait.
Mhm. Parfait. Donc, pour l'estime de soi, c'est ça, je pense qu'on a quand même abordé beaucoup de sujets. Là, on avait juste effleuré l'anxiété. Si on peut peut-être juste, on pourra faire un épisode éventuellement peut-être plus sur les différents types et tout ça, là, mais peut-être juste expliquer la différence entre vivre du stress, de la vraie anxiété diagnostiquée. C'est quoi la différence? Est-ce qu'un enfant qui a un épisode de stress veut dire qu'il est anxieux? Qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Bon, un petit peu comme tout à l'heure, j'ai dit, là, c'est pas parce qu'un enfant dit non et s'oppose et réagit non Mhm. adéquatement à une consigne qu'il y a un trouble d'opposition, là. Ben, c'est un petit peu la même chose par rapport à l'anxiété. Par contre, est-ce que c'est vrai que c'est de plus en plus présent? Oui. Pour Mhm. toutes sortes de raisons, y compris la pandémie, y compris tout ça, ça s'explique. J'ai envie de vous répondre là, rapidement que le stress en soi, là, hein, si on n'était pas du tout stressé, là, je n'ai pas les bons mots scientifiques, mais peut-être que je manque de mots, mais ce que je veux dire, c'est le stress, là, ça nous amène à l'action, ça nous amène à la prévention, ça nous amène à organiser, à se structurer. Si on n'avait pas un petit peu de stress par rapport à nos évaluations académiques, on n'étudierait pas, on oublierait nos livres à Mhm. l'école, puis ben là, on aurait un mauvais résultat. Vous comprenez, là, un petit Ouais. peu. Si on n'était pas un petit peu stressé, on n'apprendrait pas à nos enfants à regarder avant de traverser la rue. Alors ça nous amène à des actions adéquates et des bons Pour choix. nous protéger aussi, là. C'est Exactement. le réflexe de survie. Exactement. Le stress à la base, là, c'est juste, oh, est-ce qu'il y a un danger? On est bienveillant, on est aux aguets et on s'assure de faire les bons choix pour respecter et ne pas que ce danger-là arrive. Lorsque ça devient de l'anxiété, c'est quand cette pensée-là, hein, qui est dans notre tête, est-ce qu'il y a une voiture? C'est quand ça devient invalidant. C'est quand la personne, pour prendre l'exemple de traverser la rue, ne va pas regarder une fois et dire je me fais confiance, il n'y en a pas à gauche, il n'y en a pas à droite, je peux donc traverser. C'est quand la personne va dire est-ce que j'ai bien vérifié? Est-ce que je regarde encore? Est-ce que c'est correct? Et là, ça devient invalidant. Invalidant, là, c'est une façon de Mhm. parler, mais c'est pour montrer que ça va être c'est nuisible. Ça va être nuisible, ça ne sera pas avantageux pour la personne. Alors là, on a plein d'exemples. Être stressé pour un examen, c'est correct jusqu'au moment où ça te permet de bien te préparer. Ouais. Mais ça devient nuisible quand ça t'empêche de dormir, quand tu te présentes que tu ne te sens pas bien, que tu as des manifestations physiques de ton anxiété. C'est ça. Là, Puis, à qu'est-ce que l'extrême, un enfant là, qui vomit, qui perd connaissance, qui tremble, là, les signes exactement? plus Ce qui est physiques. important par rapport à l'anxiété pour tous les êtres humains, c'est de se dire que les manifestations physiques sont réelles, ne sont pas inventées. Mhm. La personne ressent des palpitations. La personne ressent qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle a des tremblements. La personne n'invente pas ça, là. Elle ressent des choses. Alors, nous, c'est important de dire, je comprends que tu te sens comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est toujours là, il y a une possibilité d'arrêt d'agir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, mais je ne pourrais pas. Là, un instant, là, c'est je te parle, regarde-moi, doucement, on va réfléchir à ça. Mhm. Et juste de prendre le temps d'arrêt, souvent, ça va beaucoup améliorer. Ensuite, l'anxiété, là, ben, là, je ne veux pas du tout faire là, de la psychologie, ce n'est pas mon domaine, mais l'anxiété, c'est une émotion occasionnée par des pensées. Alors, on se dit, ça, c'est dangereux. Ça, c'est épouvantable. Ça, je ne sais pas comment y faire face. Ça. Et ces pensées-là nous amènent à croire qu'on ne va pas y arriver. Nous amènent à croire qu'il y a un réel danger qui est exagéré par rapport à la réalité. Les gens qui ne veulent pas passer sur les ponts, Mhm. ben, ces gens-là sont intelligents, fonctionnels, merveilleux, avec des bonnes valeurs, des bonnes qualités, une belle personnalité, mais ils croient de façon erronée que le Ouais. pont va s'effondrer. Ils sont fonctionnels dans le restant de la vie, mais ils croient ça. L'erreur qu'on fait des fois, c'est vouloir convaincre la personne que le pont ne va pas tomber. Mhm. Elle croit qu'il va tomber. Alors, je ne travaille pas sur la bonne chose. Ce qu'on doit faire à la place, à mon avis, mon humble avis, hein, comprenez-moi bien, ce qu'on doit faire à la place, c'est OK, toi, tu penses qu'il va tomber. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment on peut réussir à aller à Bécancour, exemple, Ouais. même si tu penses que le pont? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi, tu te sens bien de ne pas pouvoir aller de l'autre côté? Non, je Ouais. veux y aller. Tu veux y aller? On va chercher des façons. Ouais. Alors là, ben, vous comprenez, là, on prend ça pour on adapte ça à l'école. Tu sais. Je ne Mhm. veux pas faire un exposé oral. Les gens vont rire de moi. OK. Toi, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, oui, j'ai préparé mon texte. OK. Qu'est-ce que c'est? C'est intéressant? Tu parles de quoi? Est-ce que tu penses que ça peut intéresser quelqu'un? Oui. Est-ce que s'il n'y avait personne, tu le ferais? Ben oui. Est-ce que tu voudrais me le raconter? Oui. C'est quoi la différence entre moi et d'autres? Plutôt que de dire, ben non, tu t'énerves pour rien, c'est pas grave. Ouais. Dans Puis ce de temps-là, trop la banaliser personne, justement là, comment l'enfant. dans ce temps-là, elle ne se sent pas comprise. Elle fait, mais tu ne comprends pas.
Quand notre enfant nous dit « tu ne comprends pas », on arrête puis on fait « OK, elle a peut-être raison, qu'est-ce que je comprends pas? » Mais c'est souvent parce que nous, on veut les amener à l'action. Mais oui, go, là, c'est là l'exposé oral, c'est en 30 minutes, tu n'as pas de temps à perdre. Là. Exact. Puis, tu sais, d'en parler aussi, l'enfant va expliquer. Là, des fois, ça sort mal, ils ne savent pas trop comment s'exprimer. Donc, ce qu'on comprend, c'est pas tout à fait ça. Puis là, en l'expliquant, on se rend compte qu'il y a une raison. Ah, OK, à l'école, il y a quelqu'un qui a été pas fin avec, ça fait 2 semaines qu'il l'achale, pour ça qu'il ne peut pas faire sa présentation. C'est pas de l'anxiété, c'est une situation. Exactement. Des choses comme ça. Là. Puis dans certains cas aussi, l'enfant va dire, par exemple, non, mais je ne veux pas faire ma présentation orale demain, c'est sur les abeilles, puis j'ai peur des abeilles. Puis bon, finalement, c'est même pas la présentation orale. Fait que d'en parler, vous allez voir. Est-ce que c'est un autre problème qui se règle, justement, ou est-ce que finalement, c'est vraiment les exposés oraux, excusez. Puis est-ce que l'enfant n'aime pas les exposés oraux ou a vraiment de l'anxiété, ou vous allez le voir aussi, là, est-ce qu'il veut juste pas le faire parce que ça ne tente pas, ou il a vraiment de l'anxiété en parlant avec lui, puis en expliquant. Ils sont capables d'expliquer aussi, là, moi, je pense. Puis, quand on prend le temps de se rappeler que les émotions, toutes les émotions d'ailleurs, sont causées par des perceptions et non des réalités, bien, plutôt que de confronter l'enfant sur la réalité qui est fausse, la majorité du temps, occasionnée par l'anxiété, eh bien, on va dire, qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois ça? C'est quoi la phrase dans ta tête quand tu penses à un exposé oral? Et là, il va exprimer, et là, on va pouvoir confronter, pas la réalité, mais sa façon de penser. Toi, tu crois que... Ben, moi, c'est drôle, je pense que... Est-ce que ça se peut? Et là, on discute. Et pendant ce temps-là, probablement, l'anxiété baisse. Je dirais que quelque chose, il faut faire très attention avec l'anxiété chez les enfants, c'est que s'ils ne nous en parlent pas, plus les jours avancent, ou ils ont la pensée erronée, plus elle devient erronée et plus elle s'installe. Vous avez tous déjà entendu, hein, on a un accident de vélo, et bien on rembarque sur notre vélo pour avoir confiance qu'on est capable. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, plus l'anxiété demeure dans la tête de l'enfant avant qu'il en parle à quelqu'un, plus elle s'installe. C'est important. Mais l'anxiété, c'est beaucoup de choses à discuter. Oui, c'est ça, on pourra l'aborder. Là, on fait un petit résumé, puis on dirait que c'est pas satisfaisant. Ben non, mais si ça peut aider, justement, là, des fois, des parents, on a beaucoup de questions par rapport à ça, là, donc d'aiguiller un peu, de savoir justement que c'est normal le stress, puis que l'anxiété est une vraie problématique. Là, c'est pas juste, ouais, vas-y, là, l'enfant, il se sent vraiment pas bien. Ma dernière question par rapport à ça, est-ce qu'il y a une façon différente d'agir là, en fonction de, est-ce que c'est une peur réelle ou pas réelle? Là? Par exemple, un enfant qui est très anxieux, que sa grand-maman qui est à l'hôpital, qui est très malade, décède, qui est une peur réelle, qui est quelque chose qui va probablement se produire, versus un enfant qui est au Québec et qui a une peur bleue des lions, là, qui se couche le soir et qui a peur qu'il y ait un lion dans sa chambre qui ne va pas arriver. Est-ce qu'il y a une façon différente là, je suppose que oui, là, de gérer ça? Oui, bien dans le fond, là, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que l'anxiété est occasionnée par une perception. Lorsque la perception, selon vous, est réaliste, on travaille d'une certaine façon. Le décès potentiel associé à une maladie, ce n'est pas une perception erronée, c'est une perception réaliste. Alors, on va travailler en ce sens-là, tandis que le lion au Québec, c'est une perception plus erronée, malgré qu'on ne sait jamais des fois. Oui, c'est ça. Alors, la façon, mais on repart du principe qu'on ne doit pas confronter l'idée de l'anxiété, mais comment l'enfant le perçoit. Alors, par rapport à la personne malade, on va lui demander, plutôt que de dire « t'as peur qu'elle décède », c'est « parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu sais? » Ben là, ça va être épouvantable. Je vais dire « Oui, hein, tu t'ennuierais de grand-maman. Tu l'aimes beaucoup, grand-maman? Parle-moi de grand-maman. » Alors là, finalement, on parle de ça. Et là, il va avoir l'occasion de liquider tout ça. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire si elle décède? Et là, bémol par rapport au décès, c'est super important dans ces situations-là de discuter avec les parents parce que qu'est-ce que le parent a dit à son enfant? Oui. Il faut qu'on ait la même version, la même histoire. On doit donner le même degré d'information. L'important dans tout ça, là, c'est l'enfant ne veut pas qu'il dise elle m'a dit ça, l'autre personne m'a dit ça, l'autre personne m'a dit ça. Est-ce que tu parles en termes par exemple, de croyances? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, etc.? Si l'enseignant dit elle s'en va au ciel, si la mère dit il n'y a rien, d'être cohérent là-dessus pour pas que l'enfant pense qu'on lui raconte n'importe quoi, là, dans ce sens-là? Ça, par rapport à la mortalité, c'est la première chose, mais aussi le côté jusqu'à quel point on dit toute la vérité, pas en termes de mensonges, mais en termes de nombre d'informations. Exactement. Fait que tout ça, là, c'est très important là, et que tout le monde s'entende par rapport à ça. Je me permets de vous dire aussi qu'il faut beaucoup s'adapter
pas juste à l'âge de l'enfant, mais à sa capacité Oui. de compréhension. Vous connaissez la personnalité de votre enfant, Oui. on y voit différemment. Par rapport au lion, toujours se concentrer de ne pas confronter. Ben non, il n'y a pas de lion au Québec, il n'y a pas de danger. C'est qu'est-ce qui te fait peur dans le lion? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu ferais toi? Et comment tu penses qu'on peut t'aider? Et quel truc on peut faire? C'est toujours de le mettre en action. On a parlé au début là, du sentiment d'avoir du pouvoir ou non sur des situations. Je n'ai pas de pouvoir. Si le lion rentre dans ma chambre, vous dit que je n'ai pas vraiment de pouvoir. Oui, non, c'est ça. Mais j'ai du pouvoir sur ce que j'imagine. J'ai du pouvoir sur comment je perçois les choses. Ou Analyser. peut-être que l'enfant a écouté un film dans lequel il y a un lion qui rentrait dans la chambre, ça se peut. Peut-être que l'enfant a entendu quelque chose raconter qu'il était dans sa maison, puis un lion se promenait parce qu'il était dans un autre pays où il y a des lions. Fait que des fois, d'en parler justement, mais vous allez pouvoir expliquer, regarde, on va prendre une carte, les lions, ils habitent là, dans ce pays-là, dans ce continent-là. Nous, on est ici, regarde, nous, on a de la neige, on va regarder les lions, là, regarde, les lions, ça va pas dans la neige, puis d'expliquer avec des espèces de preuves, il n'y en aura pas de lions. Là. Ça peut aider aussi au lieu de juste banaliser. Puis, tu sais, ben ouais, t'es bien niaiseux de penser qu'il y a des lions, il n'y en a pas ici. Peut-être que l'enfant, il ne sait pas qu'il n'y en a pas de lions, hein, parce qu'il en a vu un la semaine dernière au zoo, puis pense que le lion va s'en venir chez lui. Tu sais, c'est d'expliquer aussi, j'ai l'impression, certaines choses que peut-être l'enfant ne sait pas. Et souvent, il ne faut pas oublier là, que l'enfant est en développement. Mm-hmm. Et il y a un cheminement en progression. Alors, la peur du lion à 4 ans ne sera pas la même peur du lion à 12 ans. Alors, de discuter avec lui, d'expliquer et d'utiliser. Mettons, il n'y a pas des lions à 10 ans. De dire, te souviens-tu, tu n'aimais pas les araignées quand tu étais petit, Okay. jusqu'à temps qu'on en a pris une et qu'elle a marché sur ta main, que tu dois finalement, c'est pas si pire que ça. Des fois, on a peur de quelque chose et là, on comprend et on change et on n'a plus peur de quelque chose. Il va dire, c'est vrai, mais là, j'ai encore peur des lions. OK, d'accord, mais je veux juste que tu entendes qu'on va y arriver. Tu vas réussir. Tu vas devenir moins inquiet des lions. On va trouver des trucs. Juste ça, ça peut l'apaiser. J'ai perdu mon idée. Puis, est-ce qu'on peut aller consulter là, si jamais ça devient vraiment limitant, que l'enfant ne dort plus parce qu'il est terrorisé des lions? Puis, tu sais, c'est sûr, on n'est pas un professionnel de psychologie là, en tant que parent. Est-ce que c'est un motif valable là, d'aller consulter si ça devient vraiment limitant? Absolument. Et deux façons de consulter, hein, je le dis toujours, l'enfant peut avoir des services en psychologie, mais aussi souvent le parent peut avoir des services en soutien. Et ça, on commence. C'est des fois juste l'éclairage qu'on va donner au parent qui, lui, va soutenir son enfant. Souvent, ça a des résultats vraiment, vraiment C'est sûr, ça peut être intéressants. intimidant pour un enfant de parler avec un inconnu des fois. Là, mais les gens ont tellement des trucs que ça. Les parents nous disent que les expériences sont toujours positives lorsqu'ils ont des suivis. Vous parlez des lions, ça m'a fait penser à quelque chose par rapport à l'anxiété, c'est que là, je ne veux pas dire confier vos états d'âme à vos enfants. Mais c'est tellement efficace quand on réussit à nommer à notre enfant qu'on a une petite inquiétude sur quelque chose. Oui, c'est ça. Puis on l'avait abordé justement, moi et Claudia, dans un autre épisode. Puis c'est ça, on disait, bien, allez pas raconter aux enfants que vous avez une grosse dette ou que, tu sais, des grosses affaires, mais justement, à leur échelle, à leur niveau de compréhension, tu sais, j'ai pas aimé ça aujourd'hui, il y avait de la glace dehors en auto où je me suis pas sentie en sécurité. Bien, tu sais, quelque chose qu'ils comprennent. C'est sans parfait. aller les inquiéter non plus avec un gros sujet, justement. Oui. Mais ça, c'est même là, dans mon travail, je le fais. Un copain est fâché. Puis là, je lui dis, t'es fâché, hein? Il faudrait qu'on trouve des trucs là, pour le retour au calme. Te souviens-tu, on avait parlé. Hey, est-ce que je t'ai raconté que moi, hier, j'étais vraiment fâchée? Oh, j'étais tellement fâchée que j'ai presque oublié mon truc. C'est mon truc là, de respirer. Mais tellement j'étais fâchée que je l'ai presque oublié. Là, il fait, t'étais vraiment fâchée? C'est l'important, c'est que l'enfant, le message à lui dire, c'est j'étais fâchée, j'ai presque eu de la difficulté à faire mon truc, mais je me suis dit, Chantal, t'as un truc, c'est quoi déjà ton truc quand tu es trop fâchée? Ah oui, c'est vrai. Je m'assois, mets mes pieds dans le plancher, je pense qu'ils sont pris dans le ciment, et là, je donne mon truc et je dis, ça m'a tellement fait du bien, là, mais tellement que j'étais fâchée qu'un peu plus, je ne me souvenais pas de mon truc. Ça le normalise. C'est ça qu'il est en train de vivre, il est très fâché. Il a besoin de s'autocontrôler. S'il est anxieux puis que je lui dis, est-ce que je t'ai déjà raconté que j'aime pas vraiment ça grimper dans une échelle? Oh, je grimpe, je prends mon courage, mais j'aime pas ça. Puis, s'il y a quelqu'un d'autre, je vais lui demander de le faire à ma place. Mais des fois, je suis toute seule, puis j'ai pas le choix. Hein, il faut que je grimpe, la lumière, elle ne fonctionne plus.
Je prends mon courage, je respire, je me calme, je regarde, je réfléchis, je donne mes trucs, je me dis que ça ne va pas tomber, je vérifie les solides. 1, 2, 3, Chantal, tu es capable. Ce que je suis en train de faire, c'est pas de lui nommer mon anxiété des hauteurs. Je suis en train de lui dire, tu sais quoi, j'ai un inconfort, mais j'utilise mes trucs. Ouais, puis Par rapport à la colère, par rapport à l'anxiété, par rapport à tout ça. les enfants mettent beaucoup les adultes aussi sur un piédestal et pensent qu'on n'a jamais d'échec puis qu'on a tout bon. Là, petite anecdote, quand j'enseigne au secondaire puis que j'ai un examen, par exemple, à choix de réponse, je raconte toujours l'anecdote aux élèves que quand j'étais en secondaire 2, ça m'a marqué examen de grammaire. Puis bon, je suis prof de français, là, donc la grammaire, c'est assez facile chez moi. J'ai toujours eu des bons résultats, mais qu'une fois, j'ai décalé là, le premier choix de réponse de l'examen. Donc, après ça, ben, j'avais eu la première question bon, probablement, mais qu'après, des fois, ça a donné que par hasard, il y avait 2 lettres pareilles qui suivaient. Là, donc, j'ai eu 40 à cet examen-là parce que, bon, c'est décalé. Puis après, en voyant ma copie, on voit il y a une question vide comme la question 2. Puis j'ai eu 40. Fait que je raconte toujours ça aux élèves avant un long examen à choix de réponse pour leur dire faites attention, là, un choix de réponse, ça a l'air le fun et facile, mais moi, je me suis ramassée avec un 40. Puis les élèves disent mais non, madame, vous êtes prof, vous avez pas eu 40 comme si, là, tu sais, ça se pouvait pas, puis ça n'arrivait pas de s'être trompé ou d'avoir eu un mauvais résultat. Puis je leur dis toujours, ben oui, là, ça arrive, ça m'est arrivé aussi d'avoir des mauvaises notes, puis c'est correct, c'est normal. Puis si ça vous arrive à vous aussi de décaler vos choix de réponse, ça se peut, ça arrive, tu sais, on se reprend, mais les élèves sont toujours excessivement surpris là, quand je leur raconte cette anecdote-là des choix de réponse décalés, comme si ben, un enseignant, ça n'a jamais échoué. Donc, d'en parler justement avec les enfants, mais ça montre que, ben non, nous aussi, puis c'est normal là, d'avoir des défis, des difficultés ou des non-réussites, si on veut. En ce sens-là, les parents devraient toujours être des petits acteurs de cinéma et utiliser toutes les situations du quotidien pour transmettre à leur enfant le courage, la persévérance, la détermination et leur mentionner certaines émotions sans trop que ce soit officiel. Euh, il y a un petit bris de quelque chose à la maison, on a le réflexe d'appeler la personne la plus compétente habituellement pour réparer ça. Mais on peut aussi dire, et ça amène l'enfant à réfléchir, et je pense à l'école, à la maison, c'est très important dans le processus, et on fait, ah, la lumière ne fonctionne plus. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, l'enfant va dire, ben, on la change. Ah ouais, mais ils sont où les globes? Ben, d'habitude, maman, elle met ça dans une boîte dans le sous-sol. Ah oui, mais je ne sais pas quelle boîte, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aller voir, on va regarder, on va vérifier. Et de nommer tout le processus de résolution de problème et tout à coup dire, oh non, mais moi, je ne suis pas bonne là-dedans, je ne connais pas ça, les tournevis, je n'ai jamais le bon. Quand j'essaie, ce n'est pas la bonne affaire. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on choisit un tournevis? On est en train de lui nommer que des fois, on ne se trouve pas bon. On est en train, et après, on persévère. Après, on fait, mais c'est moi, je l'ai fait. J'ai trouvé le tournevis, j'ai été capable. Et là, vous comprenez, là, j'exagère l'actrice, mais c'est pour montrer que toutes les situations du quotidien. Alors, parler des émotions, parler du courage, parler de l'estime, ça se rejoint tout ça. Fait que, à l'école, à la maison, il y a tellement de situations qui doivent arriver. C'est comme plus d'occasions possibles parce qu'il y a plus de minutes Exact, ouais. à vivre avec son enfant pour se permettre tout ça, des fois en classe. Exact. Puis à l'école, bon, justement, on a une classe à gérer, donc quand on a un problème, ben c'est très ben on va aller chercher quelqu'un pour le régler parce que nous, il faut faire nos choses. En école à la maison, on peut se permettre justement de dire hey, on va changer l'ampoule, puis on va en profiter pour apprendre comment ça marche, le circuit électrique en même temps, puis de voir, ben non, il faut attendre, là, l'ampoule est chaude, on ne va pas l'enlever tout de suite. Pourquoi? Puis d'expliquer, vous Exact. pouvez vous en servir aussi, là, justement, par Oui. rapport à ça. Je pense qu'on a quand même une assez longue discussion, hein, mais c'est intéressant. On a des gens qui sont à l'écoute avec nous. Là. On a beaucoup de mentions j'aime pour l'instant. Si vous êtes avec nous, là, j'ai vu qu'il y avait des gens, là, une vague qui était arrivée un petit peu plus tard. Donc, l'épisode va être disponible dans le groupe Facebook Ma classe en boîte pour tous si vous voulez écouter là, la portion que vous avez manquée. Sinon, dès demain, ça sera sur la chaîne YouTube comme à l'habitude. Si jamais vous avez des questions pour Chantal ou pour Ma classe en boîte en général, vous pouvez les écrire en commentaire. Nous, on va lui transmettre les questions, là, puis on pourra s'arranger pour vous répondre. Sinon, si vous voulez la revoir aussi éventuellement, vous pouvez nous le dire en commentaire. Et on se revoit, nous, la semaine prochaine là, avec un prochain épisode jeudi prochain avec Claudia et possiblement un autre invité. Là, je vous réserve la surprise d'ici Noël. On a des beaux épisodes qui s'en viennent. Aussi, merci Chantal d'avoir été avec nous. On a abordé, on aurait pu continuer la discussion encore longtemps. On aurait eu plein de choses à dire, des sujets toujours, des sujets sans fin, des sujets infinis. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter?
Ben non, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. C'est agréable. Vous posez des questions qui m'allument sur plein de Puis, sujets. on pourra aussi partager là, certaines ressources là, comme peut-être un arbre vierge ou montrer. Oui, Là, nous, on pourra mettre ça en commentaire dans le groupe là, pour les gens qui voudraient les utiliser tant à l'école qu'à la maison. oui, c'est parfait. Bon, ben Merci. merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine là, pour le prochain épisode. Merci.